Bonjour et bienvenue dans The Geeks Files. J'inaugure aujourd'hui une nouvelle playlist qui va s'appeler Le Geek vous raconte une histoire. Alors vous devez vous demander, mais que fait-il habillé en costume d'époque? Eh bien, en guise d'explication, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais en primaire, une fois dans le mois, les vendredis, nous allions tous à la bibliothèque municipale chercher un livre. À la bibliothèque, il y avait un personnage qui malheureusement n'existe plus beaucoup de nos jours, ça s'appelait un conteur d'histoire. Alors qu'est-ce qu'un conteur d'histoire? Eh bien, c'était un personnage qui s'habillait finalement dans un costume d'époque, de façon médiévale ou comme moi au XVIIIe siècle. Il prenait un livre, il réunissait les enfants comme les adultes dans la bibliothèque et leur lisait un livre. Il leur racontait une histoire. Vous, tout ce que vous aviez à faire, c'était vous asseoir en tailleur, fermer les yeux et écouter l'histoire. Vous imaginez tout ce qu'il vous racontait. Ça m'a énormément marqué, moi j'adorais ça. J'attendais qu'une chose dans le mois, c'était le vendredi et entendre une histoire m'être contée. Je me suis souvenu de ça il n'y a pas longtemps et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire la même chose sur YouTube? Prendre un petit livre d'une centaine de pages, il ne faut pas que ça soit trop long, et vous le raconter. Alors comme j'aime l'horreur et la science-fiction et l'épouvante, ça sera toujours des livres d'épouvante. En guise de premier épisode, j'ai choisi un livre particulier que très peu de gens connaissent, et pour cause, c'est moi qui l'ai écrit. Ça s'appelle Les Nains qui tuent. Alors, le titre il peut faire rire, hein. Vous voyez dans le jardin, Les Nains qui tuent, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un livre d'horreur et très gore. Autant vous le dire. Si vous n'aimez pas ça, il vaut mieux pas écouter. C'est un livre d'une centaine de pages qui est tiré, il faut le savoir, de petits films amateurs que moi et mes amis avions fait entre 1998 et 2008, si je ne fais pas d'erreur. Et vous pouvez même voir les 3 premiers volumes sur une autre playlist qui s'appelle Les Geeks Files Films Amateurs. Pour vous lire le livre, je vais donc tamiser la lumière et vous mettre dans l'ambiance et vous faire découvrir et partager l'histoire des nains qui tuent. Je vais donc vous lire Les Nains qui tuent, livre écrit par mes soins, Jean-Clément Philippe Estève, en auto-édition 2007-2009. Toute l'histoire commence en 1676 dans un petit village du sud de la France nommé Tic-Ticville. Un tout petit village de 230 habitants, ni plus ni moins. Dans le dit village, une sorcière nommée Graninova s'adonnait à la magie noire, dans le but de ressusciter le terrible démon Baracus. Mais le clergé, mis au courant du dessein de la vieille sorcière, décida d'intervenir. Pour ce faire, il fit appel au baron de Grégueux, qui lui seul avait le pouvoir d'intervenir, car étant l'unique seigneur du village. Très croyant, il réunit immédiatement 6 soldats accompagnés du docteur Drougnouf et d'un moine exorciste, le père Champignon. Une fois tous réunis, ils partirent à la recherche de la sorcière. Le petit groupe s'aventura dans un bois sombre et humide, d'où sortaient de toutes directions des bruits bizarres et étranges. Après une longue marche, ils arrivèrent enfin jusqu'à la vieille maison de la sorcière, et défoncèrent la porte, juste à temps d'ailleurs, car la sorcière venait tout juste de terminer le sort de résurrection du démon. Immédiatement, les soldats s'emparèrent de Graninova, la ligotèrent comme un rôti et récupérèrent le sort. L'expédition retourna en direction du village. Arrivés là, ils conduisirent la vieille sorcière en prison pour la soumettre à la question. L'interrogatoire dura 2 longues heures, mais la sorcière ne dit pas un mot. Excédés, les soldats prirent la décision de la conduire directement au tribunal pour la faire juger le jour même. Les juges n'eurent aucune pitié pour la vieille femme et la condamnèrent à brûler sur le bûcher le soir même. Tout le village était là pour voir l'exécution de la sorcière. L'heure fatidique arriva enfin, et lorsque le bourreau embrasa le bûcher, la vieille sorcière jura de se venger.
Hélas, les habitants du village n'entendirent pas les paroles de la sorcière, car les cris de joie couvraient les vindictes de la vieille femme. Peu après, les cris de douleur de la sorcière couvraient à leur tour les hurrahs de la foule. Le calvaire de la vieille femme, enfin fini, on réunit toutes les cendres et on les enferma dans une urne avec le sort de résurrection. Le tout, dans une malle, fut enterré dans le jardin de la sorcière par le baron de Grégueux. Il était accompagné de son fidèle valet Ulrich. Une fois sur place, le valet posa la malle dans le jardin. « J'espère bien, pour votre grâce, que personne ne la retrouvera. »« Certes oui, Ulrich. J'espère bien que personne ne trouvera jamais ce coffre. Maintenant, ne nous attendons pas ici. » Par la suite, la maison et le jardin de la sorcière furent condamnés et plus personne ne vint ici. Mais le temps passa, le peuple affamé se révolta et la ville de Toulon racheta le village. Au même endroit fut bâti le quartier du Mourion. La Grande Guerre détruisa la France, mais la vieille maison était toujours là. Nous sommes maintenant en août 1999 dans le parc du Nautilus, où un petit groupe de collègues discute. Parmi les personnages, on peut voir Fabien Pittosporum, un jeune homme de 25 ans. Il mesure 1m70, a les cheveux courts, presque à ras. Il passe son diplôme d'horticulture et joue au baby-foot quand elle a du temps de libre. À côté de lui se trouve Sébastien Bianchi, 27 ans, 1m74. Il a les cheveux très courts et une barbichette de 2 ou 3 cm de long. Lui aussi passe son diplôme d'horticulture dans le même lycée que Fabien et joue aussi au baby-foot avec Fabien. D'ailleurs, il lui met une rouste assez souvent. Enfin, il y a Clément Estève, mais il préfère qu'on l'appelle Piment, un surnom qu'il traîne depuis son enfance. Il a 27 ans, mesure 1m70, il a les cheveux bruns et porte une coupe mulet, ou plus couramment appelée une nuque longue. Il travaille dans une menuiserie et passe son temps favori dans le monde du vin, où il restaure souvent des tonneaux. Nos amis discutèrent de leur programme de demain. Fabien s'adresse à Piment et Sébastien. « Hé, mes collègues, j'ai une idée. Si on allait au festival du film au Palais Neptune ?»« Oui, pourquoi pas. On prendra du cola classique et des cookies. »« Du cola et des cookies au festival du film ?»« Mais oui, on peut les prendre, aller au festival, après on rentre et on goûte. » Bref, pourquoi pas. « Et Mickaël viendra ?»« Bah, je sais pas. On verra bien, je lui demanderai. » Soudain, au loin, une silhouette approche. Fabien l'aperçoit. « Tiens, ça par exemple. Mais c'est Clément. » En effet, c'est Clément Abetcheux, un de leurs amis. Il habite à Coincy dans le Nord et descend traditionnellement à Toulon tous les ans en août. Il a 23 ans, mesure 1m74, il a le crâne rasé, toujours coiffé de son bob et affiche un léger embonpoint. « Oh, Clément, quoi de neuf ? Les chaussures ? Pff, t'as vraiment toujours le mot pour rire à ce que je vois. Bon alors, qu'est-ce que tu dis de beau ? Bah, je viens d'hériter d'une maison, c'est mon grand-père qui vient de mourir. Oh, c'est dommage pour ton papy, mais elle est où cette maison ? Bah, pas très loin d'ici, elle est au Mourion. Je sais plus à quoi elle ressemble, mais si vous voulez, on peut y aller maintenant. Vous verrez, elle est très grande. Il y a un garage et même un grand jardin. Quoi ? Un jardin ? Ah oui, Fabienne est intéressée, c'est Fleurman. Oui, bon, ça va, allons-y. Au sacrifice d'une petite marche, nos amis arrivèrent enfin à la maison. Celle-ci est la fameuse ancienne maison de la sorcière qui depuis a été rénovée, mais elle a gardé toujours la même forme typique du XVIIe siècle. Alors, c'est ici ta maison ? Oui, c'est ici. Alors, vous la trouvez comment, ma nouvelle maison ? Bah, elle est super, ta maison. Tu nous l'as fait visiter, Clément ? Bah, bien sûr, les gars, venez. Clément ouvre la porte du couloir. Piment, Fabien et Sébastien sont stupéfaits, car rien qu'en voyant le couloir immense de la vieille maison, ils imaginèrent que le reste de la maison doit être encore plus grand. « C'est quoi ce placard Zarbi sur le mur ?» demande Sébastien. « Bof, c'est pour fermer les portes électroniquement. » Clément ouvre le placard, insère une clé et tourne un bouton. Toutes les portes se déverrouillèrent. Clément amène donc ses amis, toujours ébahis, dans le salon. « Ça vous dirait de boire un coup et de manger un petit truc ? Bah ouais, pourquoi pas, merci. Vous voudrez du cola ou des jus de fruits ? Mais merci, moi je prendrai ce qu'il y a. Allez, vas-y, fais péter le coca. Ok, je vais voir ce qui reste dans le placard et dans mon frigo. Je reviens dans 2 minutes, ok ? Quelques minutes plus tard,
Clément revient dans le salon, une bouteille de cola classique à une main et un paquet de biscuits dans l'autre. Je suis désolé les collègues, mais je n'ai trouvé que ça dans la cuisine. C'est très bien, ça ira. Ouais, c'est très bien. Le cola classique. Les gâteaux, c'est des cocolides et c'est trop bon. Dis, Clément, en passant, j'ai vu le grand jardin dont tu m'as parlé. Tu pourras nous le montrer tout à l'heure? Bah ouais, il n'y a pas de problème Fabien, on finit d'abord de manger. Ah bah bien oui, on finit d'abord de goûter et après on va voir. Après ce petit encas, nos amis se rendent dans le jardin en passant par un long chemin terreux. Arrivés au bout du chemin, se dévoile un grand jardin à l'abandon. Nos amis se tournent vers une personne en train de tenter d'ouvrir le garage voisin. « Bonjour » s'exclame Clément envers le mystérieux personnage. Ce dernier se retourne et répond « Bonjour monsieur ». Ce mystérieux personnage s'appelle Freddy. Il a 23 ans et mesure 1,73 m. Il est brun, il a les cheveux courts. Il louait le garage en colocation avec le grand-père de Clément. Car dans la région, les garages sont à prix d'or. Cependant, ni lui, ni le papy de Clément se servaient du garage comme tel, mais plutôt comme un entrepôt. Je m'appelle Clément Abetcheux. Je viens d'hériter de la vieille maison. Je viens visiter avec mes amis. Bonjour, je m'appelle Freddy. Je louais ce garage avec un vieux monsieur qui s'appelait Yvon Abetcheux. Était-ce un parent à vous? Oui, c'était mon grand-père. Je louerai donc ce garage avec vous? Au fait, voici mes amis, Fabien, Piment et Sébastien. Bonjour monsieur. Bon, voici le jardin, Fabien. Hein. Il est un peu à l'abandon, mais bon. Hein. Waouh, il est quand même très grand. Hein. Tu peux planter des tulipes ou bien des roses dans ce petit coin. Tu peux mettre un arbre fruitier, pourquoi pas. Un prunier. Par contre, ce coin-là est très broussailleux. Il faudrait... Oh. Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une caisse. Où ça? Ah ouais. Effectivement, derrière des buissons épineux et des herbes folles se trouvait un coffre en bois de chêne très sale et qui plus est à moitié enfoncé dans le sol. Venez les gars, il y a un trésor, venez m'aider. Venez l'aider à le sortir du sol. Fabien, Sébastien, Piment et même Freddy arrivèrent pour voir le fameux trésor. Et nos amis mettèrent tous leurs efforts pour sortir le vieux coffre du sol. Au prix d'un gros effort, ils réussirent enfin à sortir le coffre. Le tirèrent sur quelques mètres, le posèrent à même le sol, ils époussèrent quelque peu et enfin ouvrent sans aucune difficulté car le cadenas est complètement rouillé et tombe littéralement en poussière. Bon, ce coffre t'appartient Clément, à toi l'honneur. Ok, merci. Vous êtes prêts les gars, j'y vais. Clément ouvre donc le fameux coffre. Nos amis restent étonnés de ce qu'ils trouvent à l'intérieur. Une vraie surprise pour ces jeunes gens. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cela ressemble fortement à une urne funéraire. Oui, c'est vrai, mais des fois, il y en a certaines qui sont remplies de pièces d'or. Regarde dedans, tu verras bien. Au pire, tu la remets en terre. Piment a raison, regarde à l'intérieur. Vos amis ont raison. Regardez, on n'a rien à perdre. Ah, ok, je l'ouvre. Clément ouvre donc cette fameuse urne, la renverse, mais au lieu de pièces d'or tant espérées, des cendres s'éparpillèrent. Puis soudain, un parchemin tombe de l'urne. Merde, c'était que des cendres, c'était bien une urne funéraire. Et attends, regarde par terre, il y a comme un message. Ah, ouais. C'est peut-être une carte au trésor, hein, je vais quand même la lire. Clément ramasse donc le vieux parchemin, encore couvert de cendres. Fermé par une cordelette et surmonté d'un sceau, ce dernier figure un pentacle satanique. Mais Clément ne s'y attarde pas. Et casse la cordelette. Il déroule le parchemin et le lit à haute voix. Ô Dieu des dieux, Dieu des enfers, écoute ma prière. Résurrection sur terre des êtres des enfers. Tunga, Trépas, Pinos. C'est tout ce qu'il y a. Il y a aussi un petit pentacle satanique avec un texte en latin, je crois, mais je sais pas ce que ça veut dire. Soudain, après avoir lu le parchemin, le vent se lève. Puis peu à peu, le ciel se couvre et devint très sombre. Un gros orage inattendu se prépare. Tiens, c'est étrange. Le temps a changé brutalement. Mais non, ce n'est rien d'autre qu'un orage de chaleur. T'as raison, Sébastien, je m'inquiète pour rien. Que vais-je faire de tout ça? Vous pouvez l'entreposer dans le garage. Il y a pas mal d'affaires à votre grand-père dedans. Oui, pourquoi pas. Mais avant, je vais rassembler les cendres quand même. Ça se fait pas, quoi. Ce serait quand même un manque de respect par rapport à cette personne décédée. Bah oui, Clément, t'as raison. Clément ramasse le plus gros des cendres qui étaient répandues par terre. Et il mélange un peu de poussière malgré lui. Puis il referme l'urne et la replace dans le coffret. Ça y est. Vous pouvez ouvrir le garage, Freddy. Ok, je vais l'ouvrir, de suite.
l'esprit ouvre donc le garage. À l'intérieur sont entreposés de toutes sortes d'objets appartenant à Freddy et au grand-père de Clément. On peut y voir des boîtes remplies de CD, de musique, des modés, des vieux fûts de chêne et une grosse caisse remplie de nains de jardin en plastique de toute taille. Clément, je pose la caisse ici? Ok, vous pouvez la mettre ici ou bien où tu veux. Oh, vous avez vu ça? Une caisse remplie de nains de jardin. Ça vous appartient, Freddy? Non, c'était au grand-père de Clément. Il les a placés dans son jardin et chaque saison, il est remplacé par d'autres modèles. Et à chaque année, il en a racheté des nouveaux. Sapristi, il doit bien en avoir une trentaine. Clément, ton papy était collectionneur? Oui, je me souviens, quand j'étais petit, je jouais avec. Je me suis toujours grondé. Non, une pipe, pose de suite ce nain de jardin, tu vas le casser. Qu'il disait. Bah, tu pourras continuer la tradition de ton grand-père. Une fois le jardin aménagé, ce sera magnifique. Bah écoutez les amis, c'est pas que j'aime pas les nains de jardin, mais le temps se gâte et je crois bien que ça va être un vrai déluge. Donc je vous propose que nous rentrons finir notre bout de thé. Ouais, t'as raison Seb. On y va. Freddy, vous voulez vous joindre à nous pour le goûter, aussi boire un thé ou un café? Bah oui, pourquoi pas, mais à une condition. Qu'on se tutoie si cela ne vous dérange pas. Bah oui, pourquoi pas. Ne perdons pas de temps, sinon on va se prendre de ces averses. Nos amis ferment donc le garage, et à peine celui-ci fermé, la pluie se met à tomber. Un vrai déluge. Peu après, un vent terrible se mêle à la pluie et un brouillard étrange semble se former. Le petit groupe se met à courir en direction de la vieille maison du grand-père et y rentre. Oh, vous avez vu ça? J'ai jamais vu un tel orage. Ça fait peur. Je sens qu'il va se passer quelque chose de grave. Et ta connerie avec? Seb a raison. Je trouve cela étrange. Ça me fait peur. Bof, changeons de sujet. Qui veut un petit café pour se réchauffer? Bah moi aussi, moi j'en veux un aussi, volontiers. J'en veux bien un aussi, merci. Nos chers amis sont loin de se douter de ce qui se passe. Non loin d'ici, en effet, dans le garage, une chose étrange. Le coffre trouvé un peu plus tôt se met à trembler de plus en plus fort et finit par s'ouvrir. Le parchemin que contenait l'urne s'élève dans les airs à environ 2 mètres du sol. Et soudain, des arcs électriques semblant sortir du parchemin. Quelques secondes après, le parchemin se déchire en une centaine de petits morceaux. Ceux-ci se désintègrent littéralement et font place à de petites boules d'énergie. Puis immédiatement, ces dernières se jettent en direction de la caisse remplie de nains de jardin. Alors un éclair éblouissant jaillit de la caisse. Puis le calme semble revenir. Et c'est alors que les nains de jardin commencent à se mouvoir et sortent de la caisse un à un. Là, une voix semblant venir de nulle part se fait entendre. Le baron de Grégueux se retournerait dans sa tombe de savoir que des imprudents viennent de ressusciter l'esprit de Baracus. Le monde sera bientôt aux démons. Immédiatement, après, les nains de jardin se mettent à marcher en direction de la porte du garage et en un rien de temps, la serrure commence à céder face au coup des nains de jardin. Au même moment, un jeune homme s'avance dans le cours. Cette personne s'appelle Lionel Chacali. Il mesure 1m63, a les cheveux châtain clair, très courts. Il est coiffé d'une queue de rat. Lionel est le propriétaire du deuxième des 3 garages, se trouvant dans la cour du jardin. Apparemment, le malheureux se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Il se dirige vers son garage, l'ouvre et y dépose un bidon d'huile pour son scooter. Puis il referme le garage. Intrigué, Lionel se tourne la tête en direction du garage de Clément et Freddy, croyant entendre un bruit. Non, rien. Il se remet à marcher en direction d'un vieux tonneau en bois, puis s'assied dessus, sort un paquet de cigarettes et se met à fumer. Mais il n'entend pas les nains de jardin, pourtant si proches de lui. Une fois le garage ouvert, un des nains de jardin s'empare d'une hache et se met à courir en direction de Lionel. Arrivé à proximité, le nain fait un bond, mais Lionel ne s'en aperçoit trop tard, et le nain de jardin frappe d'elle en pleine gorge. Un jet de sang jaillit du cou à moitié tranché. Le malheureux se lève immédiatement et porte ses mains à la gorge, mais la plaie est trop importante, et il se vide de son sang. Très rapidement, il s'écroule sur le tonneau et s'enfonce dans un sommeil dont il ne se réveillera jamais. C'est alors que les autres nains se ruent sur le cadavre encore chaud de Lionel et commencent à le dévorer. De retour chez Clément, nos amis finissent leur journée, ignorant tout ce qui se passe dans la cour. Bon, les amis, il se fait tard, je vais pas tarder à rentrer. De plus, la pluie a cessé, mais je sens que cette accalmie va être de courte durée. Et alors, je vais prendre congé de vous. Ah, ouais, t'as raison, Piment.
Il dit à 19h34. On a tellement discuté, j'ai pas vu le repasser. Ah bon, bah je vais vous suivre moi aussi. Hein. Et toi, Freddy, tu vas y aller aussi? Tu sais, si tu veux, tu peux dormir ici, hein, il y a pas mal de chambres. Pff, pourquoi pas, on pourra faire plus de connaissances comme ça. Et puis si vous avez une console de jeu, bah, on pourra passer le temps comme ça. Bon, c'est dit les amis. Je vous reconduis à la porte d'entrée. Clément s'exécute et reconduit Fabien, Piment et Sébastien jusqu'à la porte du couloir de la maison. Bon, bah on se revoit demain pour le festival du film? Bah oui, bien sûr, y a pas de problème. Tiens-nous au courant. Hein. Tu demanderas à Freddy s'il veut venir aussi, hein. On le connaît depuis aujourd'hui, mais ma foi, il a l'air sympathique. Ouais, y a pas de problème pour moi. Je vais lui demander sur le champ. Allez, ciao. Tous nos amis se séparent et chacun rentre chez soi. Il est maintenant 20h45 et les nains de jardin démoniaques se sont délectés du cadavre de Lionel, dont il ne reste maintenant qu'un squelette où quelques morceaux de chair sont encore accrochés dessus. Le visage est encore visible, mais le crâne est ouvert et le cerveau dévoré. Les nains de jardin se mettent en marche en direction de la rue et se dispersent dans toute la ville, car leur but est de posséder d'autres nains et de tuer tous ceux qu'ils croisent. Le lendemain matin, Piment se lève comme à son habitude vers 7h30. Il prépare son café et le boit sur la terrasse. Mais il s'aperçoit que ce matin quelque chose a changé. En effet, le temps est étrange. Ciel orageux, température en baisse en plein mois d'août, les oiseaux ne chantent plus et un vent sinistre souffle ce matin. Que le vent soit étrange ou pas, Piment va qu'à ses occupations comme à son habitude. C'est en arrosant les plantes que Piment s'aperçoit qu'une chose bizarre a eu lieu. Tous ces nains de jardin ont disparu. Immédiatement, Piment soupçonne son vieux collègue Alain Chaours, à qui il a rapporté quelques jours auparavant que dans la région, des nains de jardin ont été subtilisés par les membres du FLNJ, soit le Front de Libération des Nains de Jardin. Sans perdre une seconde, il téléphone donc à Alain. « Allô Alain, c'est moi Piment. Tu peux venir s'il te plaît, c'est très important. »« Quoi, maintenant? T'as vu l'heure qu'il est? Je dormais moi. Bon, je bois mon caron et j'arrive, d'accord? Ok, à tout de suite. » Une demi-heure après, une personne à la démarche bizarre arrive chez Piment. Il s'agit d'Alain Chaours, un homme de 39 ans, mesurant 1m63. Il a aussi une longue mèche derrière la tête. C'est une personne très négligée. Il est habillé d'un t-shirt orange où il est écrit « Les Tipaniers Mouria », d'un short vert à carreaux et chaussé d'une paire de sandales de plage en plastique. Il porte avec lui une bota, une gourde en peau de cuir, et son matériel de pêche. Piment et Alain sont amis de longue date. Ils se voient tous les vendredis pour boire un café et jouer une partie de port en fiale. Alain arrive et tape à la porte de Piment. Ce dernier lui ouvre. Bonjour Piment. Ouais, bonjour, c'est bon, assieds-toi. Alain s'assied donc sur la table et demande ce que Piment lui veut. À sa voix, celui-ci ne semble pas de bonne humeur. Mon très cher ami, que t'arrive-t-il? Alain, c'est bon, la plaisanterie a assez duré, tu me les rends quand? Mais de quoi tu parles? Tu le sais très bien, Alain, je parle de mes nains de jardin. Des nains de jardin? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont disparu, et je te soupçonne de m'avoir fait cette blague à 2 euros. Mais tu as que moi à soupçonner, avec tous les malades du quartier? Je te soupçonne parce qu'il y a 2 jours, tu m'as parlé des membres du FLNJ qui ont sévi à Toulon, alors je me suis dit que ça pouvait être une de tes blagues, de super blagues, quoi. Piment, je te jure que je n'ai rien fait du tout. C'est peut-être un plaisantin ou un abruti qui te les a cachés dans ton jardin. Je ne sais pas, moi. Mais oui, un plaisantin. Il a que ça à faire, le plaisantin. Alors donne-moi une preuve que je suis coupable. Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Bien sûr que non, j'ai pas de preuves. Et c'est tout à fait ton style de faire des blagues comme ça. Bon, ce qu'on va faire, tu vas me montrer les lieux du crime. Comme ça, je pourrais te prouver que je n'y suis pour rien. D'accord? Ok. Suis-moi. Alain suit donc Piment jusqu'à son jardin et lui montre les différents endroits où se trouvaient les nains de jardin subtilisés. Tiens, regarde Alain, ils n'y sont plus. Ils ont tous été volés. As-tu cherché au moins? Pourquoi? Ils sont cachés de la pluie, c'est ça? Très drôle. Au lieu de faire des blagues idiotes, trouve-moi une lampe de poche pour que je puisse voir dans les endroits sombres, comme dans les buissons. Ok, je vais en chercher une, ça peut t'amuser. Piment remonte donc dans son appartement et se met en quête des lampes de poche. Pendant ce temps, Alain cherche les nains de jardin de Piment, persuadé qu'ils sont cachés dans le jardin. Il cherche de partout,
derrière les pots de fleurs, derrière un tonneau récupérateur d'eau de pluie, et dans un vieux cabanon de jardin, mais toujours rien. Soudainement, un ricanement presque humain se fait entendre. Alain se retourne. Un nain de jardin muni d'un couteau sort du tonneau, rempli d'eau de pluie, et se jette sur lui. Le frappe dans l'entrejambe. Alain tombe à genoux, mais il est tellement sous le choc qu'il ne crie même pas. Le nain ricane et se jette à nouveau sur Alain. Tombe sur ses épaules, lui saisit une poignée de cheveux, et d'un coup de couteau, il le scalpe. Ce coup-là fit enfin réagir Alain, qui se met immédiatement à hurler. « À moi !» Mais le nain ne lui laisse pas le temps de crier plus et lui donne un coup de grâce. Le coup de poignard lui tranche la gorge. Un jet de sang éclabousse les murs. Alain s'effondre et tombe peu à peu dans la mort. Le nain de jardin démoniaque saute à nouveau dans le tonneau en entendant Pinon revenir avec les lampes de poche. « Voilà, je les ai trouvées, tes lampes de poche. »« Alain ? Alain, t'es où ?» Piment s'avance doucement dans son jardin et aperçoit les pieds d'Alain, mais ne le voit pas. « Allô, j'ai trouvé les lampes ?» N'ayant aucune réponse, Piment s'avance pour le voir. C'est alors qu'il aperçoit des gouttes de sang sur le mur. Intrigué, il avance davantage et voit enfin le corps sans vie d'Alain. Piment, choqué par ce spectacle macabre, lâche les lampes de poche qui se cassent en touchant le sol. Qui ne serait pas choqué de voir son ami de 20 ans mort, de le voir comme ça, tout plein de sang, le cuir chevelu arraché, la gorge largement tranchée, et le bas-ventre ouvert, ses testicules gisant à même le sol. Piment se ressaisit et remonte à toute allure dans son appartement, verrouille toutes les portes. Il se tient à la tête et fait des va-et-vient en se disant « Ce n'est pas possible, c'est pas possible !» Il se raisonne très rapidement et prend l'initiative de téléphoner à ses amis, Fabien, Sébastien, Clément, Christophe, Grégory, Stéphane, Vincent et même Michael, le frère de Sébastien. Et il prend quand même l'initiative d'appeler Freddy, l'ami rencontré la veille, pour essayer de parler de ce qui s'est passé. Une demi-heure après, Freddy fut le premier arrivé car il habite pas très loin de chez Piment. Il sonne, ce dernier lui ouvre. « Que se passe-t-il, Piment ? Tu m'as téléphoné, t'avais l'air terrifié. Mais tu ne m'as rien dit au téléphone. Que se passe-t-il ? » Bah, ce ne sont pas des choses que je voulais annoncer par téléphone. Mais de quoi s'agit-il, Piment ? Alain Chaours, un ami à moi, vient de se faire assassiner dans ma cour. As-tu vu le meurtrier ? Non, j'étais dans mon appartement et je cherchais des lampes de poche. Je n'ai rien vu, rien entendu. Où est son cadavre ? Bah, dans la cour. Tu veux voir ? Oui, on pourra peut-être trouver des indices. Piment, accompagné de Freddy, se rend sur les lieux du crime afin de récolter quelques indices. Mais nos deux amis vont être très surpris. Où est-il ? Là, derrière le tonneau. Freddy s'avance très prudemment vers le tonneau et arrivé à sa hauteur, il découvre le corps d'Alain. Du moins ce qu'il en reste. Du cadavre d'Alain, il ne reste que son crâne, ouvert et vide de toute substance. 2 ou 3 os, où en regardant de plus près, on peut y voir des traces de dents. La moelle de certains os a même été sucée. Le tout baignant dans une mare de sang. Freddy, écœuré par le cadavre et les odeurs, s'éloigne des restes ensanglantés d'Alain. Mais qui a bien pu faire une chose pareille ? Il ne reste quasiment rien du corps. C'est comme s'il avait été dévoré. Quoi ? Mais ce n'est pas possible. Il n'était pas dans cet état quand je l'ai trouvé. On a embarqué le cadavre ou quoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous a fallu juste le temps que je vous téléphone, à vous tous, pour qu'il réduise dans cet état. Il a dû s'écouler à tout casser 15 à 20 minutes, pas plus. Mais qui a pu faire ça ? C'est horrible. À cet instant, un éclair illumine le ciel, et le tonnerre se met à gronder, et quelques secondes plus tard, la pluie tombe à nouveau, obligeant Freddy et Piment à rentrer dans la maison. Ils se reprennent, en main, rapidement, et essayent d'expliquer ce crime effroyable. Mais que va-t-on faire maintenant ? Que va-t-on faire ? On n'a pas le choix, on doit appeler la police, et vite. Oui, tu as raison, l'affaire est importante. Piment se dirige vers le téléphone, et il compose le numéro du commissariat. Une fois fait, il met le haut-parleur afin que Freddy puisse profiter de l'appel. Quelqu'un décroche le combiné, mais personne ne parle. Allô ? Allô ? Eh oh, y a quelqu'un à l'appareil ? Soudain, de multiples rires inhumains jaillissent au téléphone, puis il raccroche. Tu as entendu, Freddy ? Qu'est-ce que ça pouvait être d'après toi ?
Bah, je sais pas ce que c'était, mais ils ont dû s'en prendre aux policiers, si tu veux mon avis. Ça doit être la même personne qui a tué ton collègue, Alain. On ne devrait pas rester ici, il pourrait revenir. Mais où veux-tu aller? Ils peuvent être partout. De plus, quand j'ai téléphoné aux autres collègues, je leur ai donné rendez-vous ici. Eh bien, appelle-leur et donne le rendez-vous chez moi, en leur précisant mon adresse. D'accord, faisons cela. Piment appelle immédiatement tous ses autres amis et leur donne rendez-vous chez Freddy. Seuls Michael, Sébastien et Clément sont injoignables, même sur téléphone portable. Ils ont dû partir ensemble et doivent déjà être sur le chemin de chez Piment. Heureusement, Sébastien, qui passe très souvent chez Piment, sait où se trouve un double des clés. Piment a pensé à laisser un mot à Sébastien lui expliquant la situation, le numéro de téléphone et le lieu du nouveau rendez-vous. Freddy et Piment arrivent à destination. Ils entrent dans l'immeuble, montent au dernier étage et entrent dans l'appartement de Freddy. Nos amis ont tout juste le temps de se reposer 5 minutes que déjà la sonnette de l'interruption se met à retentir. Freddy ouvre la fenêtre pour voir de qui il s'agit. Et il aperçoit un grand type d'environ 1m80, les cheveux très courts, une longue houppette plaquée en arrière. Il est vêtu d'une chemise blanche à manches courtes, d'un jean bleu et d'une paire de rangers noirs. Freddy ne connaît pas cet homme, mais Piment lui dit qu'il s'agit de Grégory Payette. Il a 23 ans et c'est un ami de longue date de Fabien et des autres. Freddy le laisse donc entrer. Freddy et Grégory ne se connaissent pas, mais le courant passe très bien. Oh oh oh, salut les gars, qu'est-ce qui se passe? Alain vient de se faire tuer par un fou. On a tenté de prévenir la police, mais des rires étranges se sont fait entendre. Puis plus rien, ça a raccroché. Piment, as-tu vu le tueur? Non, rien du tout. Il nous faudrait des armes pour pouvoir se défendre. Ben moi j'en ai pas du tout. Attends, je crois qu'Alain en avait chez lui. Alors il ne faut pas perdre de temps. Au même moment, des explosions détonèrent un peu partout en ville, suivies de cris d'hommes et de femmes. Immédiatement, nos amis se mettèrent à la fenêtre pour voir de quoi il s'agit. Ils sont témoins d'un vrai spectacle de désolation. Des voitures brûlent avec leurs passagers, des tas de cadavres mutilés jonchent les sols des rues. Des appartements sont en feu un peu partout, mais pas une trace des coupables. Vous avez vu ça? Qui a bien pu faire ça? Des terroristes, vous croyez? Ça peut pas être des terroristes. Et pourquoi pas? Parce que les terroristes ne dévorent pas leurs victimes. Puis moi a raison, ce ne sont pas des terroristes. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très rapide. Il nous faut des armes, et au plus vite. Graham et moi allons chez Alain, voir s'il y en a. Toi, Freddy, reste ici et attends nos amis. On va faire vite. Alain habite dans le quartier de Saint-Jean-du-Var. Ce n'est pas très loin d'ici. Ok, mais prenez garde à vous quand même. T'inquiète pas, il nous arrivera rien. Bon, on ne perd pas plus de temps. On y va. Grégory et Piment traversent en courant les rues dévastées et ne prêtent aucune attention aux corps sans vie qui gisent un peu partout dans les rues. Un quart d'heure après, Grégory et Piment arrivèrent enfin au domicile d'Alain. Ils pénétrèrent dans le couloir. Piment se dirige vers une canalisation d'eau, glisse la main derrière et sort un petit trousseau de clés. Celui d'Alain. Il le cachait ici en cas de perte ou d'autres trousseaux. Grégory et Piment montent au 2e étage, ouvrent la porte d'entrée et pénètrent dans l'appartement. Et là, un fouillis monstre les attend. Tout est sans dessus-dessous, comme si un cambrioleur était passé ici. Tu as vu ce souk? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas, mais restons sur nos gardes. Celui qui a tué Alain est peut-être encore ici, alors prudence. Ok, séparons-nous. J'inspecte la chambre et la salle de bain. Toi, le salon et la cuisine, ça marche? C'est bon, on fait comme ça. Fouille bien dans les placards. S'il y a une arme, elle doit être dedans. Nos amis cherchent sans relâche pendant 3 quarts d'heure. Mais ils ne trouvent rien. Leur recherche infructueuse, ils décident de partir, mais au moment d'ouvrir la porte, un petit rire sournois se fait entendre. Tu as entendu, Piment? Ça venait d'où à ton avis? Je sais pas du tout. Du couloir, de la chambre? Tu as bien regardé partout? Oui, il n'y avait rien du tout. Écoute, reste ici. Moi je vais fouiller tous les étages. Peut-être que la personne est dans les étages. Dans le couloir. Ok, pendant ce temps, je vais couler un bronze, j'en peux plus, ça pousse. Greg, passe-moi les détails, tu veux bien? Bon, je vais voir dans le couloir et je reviens. Ok. Piment monte les 2 étages du dessus. Ne voyant rien, il descend au grenier afin de l'explorer. Pendant ce temps, Grégory tresse des cordes pour la marine et ne se souciait de rien d'autre. C'est alors qu'un nain de jardin sort de sous la table de salon où il était caché.
et se dirige vers la cuisine. Là, le nain de jardin saisit un couteau électrique et part se cacher dans la salle de bain où il est sûr de croiser Grégory. Une fois la grosse commission expédiée, Grégory se dirige naturellement vers la salle de bain pour se laver les mains. Mais il ne se doute pas une seconde de ce qu'il attend. Arrivé à la porte de la salle de bain, le nain de jardin surgit de sa cachette, le couteau électrique en marche. Grégory l'aperçoit au dernier moment, le nain qui se jetait sur lui. Par réflexe, il se protège le visage avec son bras, et le couteau électrique tranche sans aucune difficulté le poignet de Grégory. Le nain, en train de tomber, se rattrape à la houppette de Grégory. Le nain, toujours accroché aux cheveux, donne un grand coup de couteau électrique dans la gorge de Greg qui a tout juste le temps de dire « Oh, enfoiré !» C'est alors que la tête de Grégory se décroche. Un flot de sang jaillit. Le corps s'effondre à terre. Le nain, qui tient toujours la tête de Grégory, pousse un cri à glacer le sang, puis s'enfuit en emportant la tête avec lui. Peu de temps après, Piment rentre enfin de son inspection du couloir. « Greg, y a rien du tout dans le couloir, ni dans le grenier. »« Greg ? Eh oh, Grégory !» N'ayant aucune réponse, Piment cherche Grégory de partout. Et quand il rentre dans la chambre, il aperçoit le corps sans tête de son ami, baignant dans son propre sang. Sans perdre une seconde, Piment s'enfuit de l'appartement d'Alain et court en direction de chez Freddy. Un peu plus loin, le petit groupe formé de Sébastien, Clément et Michael se rendent chez Piment. Ignorant son absence, il sonne chez lui, mais pas de réponse. Sébastien se dirige naturellement vers la fenêtre de chez Piment, saisit un petit pot de fleurs et en retire la plante. Et prend un petit trousseau de clés qui était caché dedans. Piment cache toujours un trousseau de clés de secours ici. Tu vas rentrer chez lui comme ça sans lui demander avant ? Oui, il le laisse ici pour moi, comme je rends souvent visite. De plus, il doit être ici, il nous attend. Ah, ok. Comment ça se fait que Piment ne répond pas quand on sonne ? Bah, peut-être que sa sonnette fonctionne plus. Bon, on rentre. Le petit groupe rentre dans le couloir de l'immeuble. Il ouvre la porte d'entrée de chez Piment, mais il n'y a pas d'âme qui vit dans l'appartement. Piment, tu es là ? Tiens, il n'est pas ici. Bon, cherchons-le. Michael, tu vas voir s'il n'est pas dans l'ordinateur, dans son bureau. Clément, toi tu vas voir dans son jardin et moi dans la chambre, au cas où il ferait une sieste. Nos amis se dispersent dans la maison. Ils fouillent, mais ne trouvent rien du tout. Clément, qui avait pour tâche de voir dans le jardin si Piment y était, va tomber sur les restes d'Alain. Clément comprend maintenant pourquoi Piment l'a appelé d'un air paniqué ce matin. Clément rentre dans la maison afin de prévenir Sébastien et Michael. Les gars, il y a un cadavre dans la cour. Quoi ? C'est pas possible. Eh bien, t'as qu'à aller voir par toi-même si tu ne me crois pas. Bon, je vais voir ça. Sébastien descend une à une les marches de la terrasse qui mène au jardin de Piment. Il avance jusqu'au tonneau et aperçoit les restes d'Alain. Pris d'un haut le cœur, il rentre immédiatement dans la maison. Oh mon Dieu. Tu avais raison, Clément. Il y a bien un cadavre dans la cour. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je t'avouerai que je sais pas. Michael tourne la tête vers la télévision et aperçoit un petit post-it accroché dessus. Il le décroche et le lit. Hé les gars, il y a un message d'un Piment ici. Je vous le lis. Je suis chez Freddy. Ne restez pas chez moi. Le connard qui a tué Alain peut être toujours là-bas. Téléphonez à ce numéro. Je vous donnerai l'adresse de chez Freddy par téléphone. C'est plus prudent. Rejoignez-nous là-bas. Faites très attention. Bon, pas le temps à perdre. Je téléphone à ce numéro. Tu es sûr de ce que tu fais, Sébastien ? Oui, t'inquiète pas, c'est le numéro de Freddy. Sébastien téléphone donc à Freddy. Allô ? Freddy ? C'est Sébastien. Piment et les autres sont là, chez toi ? Ok. Ils sont tous là-bas, sauf Piment et Grégory ? Ah, ok. Ils sont allés chez Alain pour voir s'il y avait une arme. Et ils ont trouvé quelque chose d'intéressant ? Quoi ? Non. C'est pas possible. Ok. Bon, on va arriver. Merci, Freddy. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il t'a donné son adresse ? Oui. Il y a quelque chose qui va pas, Sébastien ? C'est Grégory. Quoi, Grégory ? Il est mort. Quoi ? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Freddy m'a dit que Piment et Grégory sont partis chez Alain pour trouver des armes.
puis il m'a dit que Piment s'est absenté quelques minutes à son retour. Il a découvert le corps sans tête de Grégory. Oh mon Dieu, pauvre Grégory. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ne perdons plus de temps. Allons chez Freddy. Attends Sébastien. Je crois savoir où trouver une arme. Où ça, Clément? Je sais que mon grand-père avait un fusil de chasse. Il est peut-être toujours là-bas. Ok, allons-y. Mais ne nous attendons pas longtemps, d'accord? Ok. Clément, Sébastien et Mickaël ont pour but de trouver le fusil de chasse du grand-père. Ils partent donc en direction de la maison. Pendant ce temps, le groupe de chez Freddy discute de la situation actuelle. Hé, les amis, j'ai eu Sébastien au téléphone. Il est avec Mickaël et Clément. Ils vont arriver. Ouf, je suis rassuré. Ils étaient passés où? Ils étaient allés chez Piment. Oui, on n'a pas pu leur téléphoner pour leur donner notre rendez-vous ici. Piment a bien fait d'accrocher un petit message sur la télévision au-dessus et a indiqué la situation, le lieu de rendez-vous et le numéro de téléphone d'ici. Bien vu, Piment. Merci Fabien, mais on n'a pas le temps de se congratuler. Il se passe des choses très graves dans cette ville. Il faut, je pense, que l'on discute sérieusement entre nous de l'action à mener si on veut rester en vie. Je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. T'as raison, Piment. Mais que veux-tu dire par « ce n'est pas l'œuvre d'un être humain » ? Eh bien, c'est pas facile à expliquer. Tu ne trouves pas qu'il se passe des choses étranges en ce moment? Le temps orageux, la température en baisse en plein mois d'août, un vent sinistre souffle continuellement, les oiseaux ne chantent même plus, des tas de personnes se font massacrer dans les rues sans même que l'on puisse apercevoir le coupable. Pour des raisons que je n'explique pas, tous mes nains ont même disparu. Tu vois, Fabien, c'est plein de petites choses comme ça qui me font penser que tout ceci n'est pas l'œuvre d'un être humain. Oui, en effet, tu as raison, Piment. Tout ça est bien étrange. Vous en pensez quoi, les gars? Fabien s'adresse à un tout petit groupe. Parmi les nouveaux venus, on peut voir Christophe Soucy, un ami d'enfance de Piment. Christophe a 25 ans. Il mesure 1m70, il est brun avec une petite houppette bouclée. Il est vêtu d'un sweatshirt bleu et d'un jeans. Il y a également Vincent, tu vois quoi? Un jeune homme de 25 ans également. C'est un jeune homme brun, aux cheveux courts. Il est habillé d'un t-shirt blanc et d'un pantalon baggy, d'une paire de baskets. Et enfin, il y a Stéphane Pifiz, un homme de 39 ans. Mesurant 1m63, il est brun coiffé en brosse. Il est vêtu d'un débardeur bleu, d'un short gris et d'une paire de sandales. Tiens, c'est étrange. Quoi? Qu'est-ce qui est étrange? Moi aussi, j'avais des nains de jardin et ils ont disparu. Effectivement, c'est bizarre. Ça n'a rien de bizarre, c'est tout simplement le même voleur que celui qui a volé les nains de Piment. Non, je pense que tout ceci est... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ce n'est pas tout, les amis. J'ai vu un autre truc étrange, mais si je vous le dis, vous allez me prendre pour un fou. Tu sais, en 24 heures, il s'est passé pas mal de trucs étranges dans cette ville. Un peu plus, un peu moins, ça ne fera pas beaucoup de différence. Vas-y, Piment, dis-le nous. Eh bien... Quand je revenais de chez Alain, j'ai vu un truc étrange dans la rue. Comme vous l'avez vu, il y a plein de cadavres. Oui, tu nous apprends rien là, hein. Chut Stéphane, laisse-le parler. Tu peux continuer, Piment. Comme je vous le disais, il y a plein de cadavres dans les rues, et en passant à côté de l'un d'eux, il est brusquement revenu à la vie. Au début, j'ai cru que c'était une personne évanouie qui reprenait connaissance. Mais dès qu'il s'est approché de moi, j'ai compris que c'était vraiment un zombie. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'était un zombie, Piment? Parce qu'il avait la boîte crânienne défoncée, il lui manquait bien la moitié de la cervelle. N'importe quelle personne ne survivrait pas à une telle blessure. Quand j'ai vu ça, je me suis pas attardé. J'ai couru aussi vite que possible. Et au bout de la ruelle, il y en avait un autre. Celui-là n'était plus qu'un bras accroché à une tête. Là, je n'ai plus de doute, c'était bien des zombies. Bien sûr, des zombies. Pourquoi pas des aliens tant qu'il y est? Je connais Piment depuis plus de 20 ans. Et je sais qu'il ne m'en tirait pas dans une situation pareille. N'oublie pas, Stéphane, qu'en moins de 4 heures, 2 de nos amis sont morts. Je crois Piment. Et je vous dis, les amis, j'ai très peur. T'as raison, Christophe. Je m'excuse, je me suis mal comporté. Écoutez, il se passe des choses bizarres. Il y a bien un événement qui a déclenché tout ça quand même. Moi, de mon côté, j'ai rien vu depuis hier. Moi non plus. Hier, j'étais avec Piment, Sébastien et Fabien. Et même Clément.
Mais il n'y a rien de particulier. Attends une minute. C'est hier qu'on a trouvé l'urne funéraire avec le parchemin. Ah ouais, c'est vrai. Je m'étais complètement sorti de l'esprit. C'est quoi cette histoire d'urne là? Bah hier on a trouvé par hasard un coffre qui contenait une urne funéraire et un parchemin dans le jardin de chez Clément. Un parchemin? Vous l'avez lu? Bah ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Bah une formule bizarre et des mots incompréhensibles, Tunga et je sais plus quoi. Le parchemin que vous avez lu peut-être libérer un esprit malin ou quelque chose comme ça. Christophe, tu sais ce que ce n'est pas bête ce que tu viens de dire? Fabien, où est-ce qu'on pourrait trouver l'histoire de la ville et toutes les archives? Bah, à la bibliothèque ou à la mairie. Faudrait aller voir. Mais d'abord, attendons le retour de Sébastien et Clément, et Michael, pour les informer de notre découverte. D'ailleurs, ils devraient être déjà revenus. Où sont-ils? À ce moment-là, Clément, Michael et Sébastien viennent tout juste d'arriver à la vieille maison du grand-père de Clément. Ils y entrent et commencent à fouiller la maison. Bon les gars, on y est. On rentre, on cherche ce maudit fusil de chasse, les cartouches qui vont avec, et on se tire d'ici, ok? Ok, ça va. Nos trois amis rentrent dans la maison et commencent les fouilles. Ils cherchent dans le bureau et ne trouvent rien. Ils cherchent dans la salle à manger, mais ils ne trouvent rien non plus. Voyant le temps passer, nos amis commencent à perdre patience. Où est ce con de fusil? On ne le trouvera donc jamais. Peut-être dans le garage. On n'a pas fouillé là-bas. Mais oui! Il est sûrement là-bas. On y va, Mickaël. Toi, tu restes ici, tu continues à fouiller la chambre. On ne sait jamais, on l'a pas encore faite. Ok, il n'y a pas de problème. Sébastien et Clément partent donc dans la cour du garage. Pendant ce temps, Mickaël cherche consciencieusement dans la chambre, lorsque d'un seul coup, la fenêtre et la porte de la chambre se ferment brusquement. Mickaël se trouve donc enfermé là. Des rires démoniaques retentissent. Mickaël, pris de panique, tente d'ouvrir la porte, mais rien à faire, elle est bloquée. Pendant ce temps, Sébastien et Clément arrivent dans la cour des garages, et là, ils découvrent le corps de Lionel et s'aperçoivent que la porte du garage a été défoncée. T'as vu ça, Clément? Encore une victime. Et t'as vu l'état de la porte? Ouais, je vois ça, mais regarde, on dirait qu'elle a été défoncée de l'intérieur. Ouais, t'as raison, c'est étrange. Tiens, regarde, le coffre, on l'a trouvé hier, il est ouvert. Il n'y a plus de parchemin dedans. Et c'est... Regarde, il n'y a pas que ça, regarde. Tous les nains de jardin ont été dérobés. C'est louche tout ça. Bon, perdons pas de temps et trouvons ce fusil. Mickaël, toujours en panique, ne sait plus quoi faire. Il est tétanisé par la peur et ne bouge plus. Soudainement, un bruit se fait entendre. C'est alors que deux nains de jardin surgissent de dessous le lit. Ils agrippent Mickaël par les pieds et le traînent sous le lit. Ils commencent à le dévorer. Mickaël hurle de toutes ses forces et parvient enfin à se faire entendre de Sébastien. Clément, t'as pas entendu crier? On aurait dit Mickaël. Bah non, j'ai rien entendu. Sébastien sort du garage et se rapproche du grillage. Il appelle Mickaël, mais personne ne répond. Sébastien, très inquiet pour Mickaël, car son petit frère n'a que 23 ans, il est tout chétif, un peu rondouillard, il a les cheveux longs portés en plusieurs petites tresses, comme certains rastas. Il est très timide, ne parle pas beaucoup, il ne ferait pas de mal à une mouche. Sébastien ne cherche plus le fusil, car il est dans l'inquiétude. Mais Clément, qui continue à rechercher, vient enfin de trouver le fusil, dans un vieux fût de chêne. Il trouve également une boîte de munitions. Ça y est, j'ai trouvé le fusil, Sébastien. Mais Sébastien ne l'entend pas. Il est toujours figé dans la cour et ne bouge pas. Soudain, un nain de jardin, qui était caché dans le garage, profite de l'occasion et surgit de nulle part. Saisit un marteau, il envoie de toutes ses forces sur Clément, qui pris de court n'ait pas le temps de l'esquiver. Le malheureux reçoit le marteau en pleine tête. Il a tout juste le temps de pousser un dernier cri avant de lâcher le fusil et de s'effondrer par terre. Sébastien se retourne en entendant le cri. Il a tout juste eu le temps d'apercevoir le nain, une seconde avant que ce dernier ne s'évanouisse dans la nature. N'en croyant pas ses yeux, il arrive en courant vers Clément. Mais c'est trop tard, il était déjà mort. Sébastien comprend alors que les cris poussés un peu plus tôt étaient bien celui de son frère Mickaël, et il était vraiment en danger. Sébastien ne perd plus une seconde. Il ramasse le fusil et les cartouches et part en courant en direction de la maison, à la recherche de Mickaël. Il arrive devant la maison, y entre, se précipite vers la chambre, et là il voit le cadavre de Mickaël à moitié dévoré, caché sous lit. De ses pieds jusqu'à son nombril, il ne reste que son squelette.
Sébastien ne peut retenir ses larmes en voyant son petit frère mort. Sébastien parvient à se ressaisir et part en courant chez Freddy. Seb, très affecté par la mort de son petit frère et par la mort de Clément. Cependant, il ne s'arrête pas de courir. Même la douleur causée par les points de côté ne parvient pas à l'arrêter. Et c'est dans un temps record qu'il arrive chez Freddy. Il sonne. Ah, ça doit être Clément, Michael et Sébastien. Je vais voir ça à la fenêtre. Freddy ouvre la fenêtre et se penche pour regarder. Il y voit Sébastien complètement essoufflé et seul. Freddy comprend immédiatement que Michael et Clément ne font plus partie de ce monde et sans un mot, il appuie sur l'interphone qui ouvre la porte et se rassoit. Hé Freddy, il y a quelque chose qui va pas? Freddy ne répond pas et à ce moment, Sébastien tape à la porte puis entre chez Freddy. Seul. Tout le monde comprend de suite la situation. Fabien s'adresse à Sébastien, mais c'est automatiquement que des larmes qui coulent de ses yeux. Sébastien, si Michael et Clément ne sont pas avec toi, c'est parce que... Oui, ils sont morts. Et là, c'en est trop pour Fabien qui ne peut retenir d'hurler sa peine et sa colère. Michael, Alain, Clément et Grégory l'autre jour. Mais qui sera le prochain sur la liste? Fabien, calme-toi. Tu sais très bien qu'il ne faut pas paniquer pendant des situations comme celle-ci. Piment a raison. Calmons-nous et trouvons ensemble une solution à ce problème. Oui, vous avez raison les amis. Freddy prend l'initiative, il se lève, se dirige vers la cuisine et commence à préparer du thé et du café. Une fois fait, Freddy s'adresse à tout le monde. J'ai préparé du thé et du café. On va tous s'asseoir et discuter sérieusement et calmement de la situation. Il est 15h12 et dans peu de temps, il fera nuit. S'il faut qu'on sorte pour trouver des documents et de la bouffe, c'est maintenant ou jamais. On ne pourra plus sortir une fois la nuit tombée. On n'arrive déjà pas à voir nos ennemis en plein jour. Alors sortir la nuit serait suicidaire. Freddy, je n'aurais pas dit mieux. C'est alors que tous nos amis prennent chacun une chaise et commencent à discuter sérieusement de la situation actuelle, évoquant leurs impressions, leurs témoignages et leurs idées. Bon, nous sommes tous d'accord pour dire que tout ceci a commencé hier, peu après l'ouverture du coffre. Oui, si on regarde bien, tu as raison, Piment. Tout coïncide avec l'ouverture du coffre, plus précisément la lecture du parchemin. Bon, nous avons tous pu voir ou entendre des choses étranges. Vous êtes tous d'accord? Parmi ces choses, nous avons noté des bouleversements climatiques, comme des orages, des brouillards, des vents violents et la température en baisse alors que nous sommes en plein mois d'août. Si on ajoute à cela des événements inexpliqués comme des voitures, des maisons qui brûlent on ne sait comment, beaucoup de personnes qui se font massacrer, et parmi elles, quelques amis à nous. La disparition même de tous nos nains de jardin. On peut entendre parfois même des rires démoniaques dont on ne sait même pas d'où ils sortent. Et enfin, la palme d'or revient à ce que moi j'ai pu apercevoir. Des zombies. Et là, on fait pas mieux. Si. Quoi? Si. Je fais mieux que des zombies. Sébastien, on serait tous curieux de savoir ce qu'il pourrait y avoir pire qu'un zombie. Des nains de jardin. Plaît-il? J'ai dit des nains de jardin. Là, j'ai beaucoup de mal à te comprendre, Sébastien. Tu peux préciser? Toutes les maisons, les voitures brûlées et toutes les victimes sont l'œuvre de nains de jardin démoniaques. Ouf, t'as fumé quoi, là? Sébastien, tu peux nous dire ce que tu sais? Parce que là, je t'avoue que j'ai du mal à te croire. Quand j'étais dans la cour du garage, j'ai juste eu le temps de voir celui qui avait tué Clément. C'était un nain de jardin. Et il a immédiatement disparu. De mieux en mieux. Soit Sébastien est devenu amateur de marijuana, soit c'est l'apocalypse. Piment, reste sérieux. C'est grave ce qui se passe. Mais je suis sérieux. Bon, des zombies, ça peut à la limite s'expliquer. Une fuite d'une bactérie ou d'un produit chimique dans les laboratoires. Mais des nains de jardin tueurs, je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Et puis regarde, le nain de jardin de Freddy qui est sur la fenêtre, il ne vit pas et ne bouge pas. Attends une minute. Je n'ai pas de nain de jardin. Ben, alors à qui est-il? Et là, un ange passe. Plus personne ne bouge, ne parle.
Tous ont le regard fixé sur le nain de jardin et attendent que celui-ci se mette à bouger ou à parler. Mais rien ne se passe. N'écoutant que son courage, Sébastien se lève et s'approche du nain de jardin. Il avance pas à pas. Et arrivé à 1 mètre du nain, il s'aperçoit que le nain tient une petite corde reliée au toit. Sébastien tend le bras et touche le nain du bout du doigt. Mais rien ne se passe. Il est en plastique, dit Sébastien, toujours le doigt posé sur le nain de jardin. Quand soudain, Sébastien pousse un cri de douleur. Ah! Il m'a mordu! C'est ta seule, elle t'a mordu? Fais voir. Oh mon Dieu, mais c'est vrai! Je vais dans la salle de bain me désinfecter. C'est à ce moment-là que le nain de jardin en plastique, resté immobile jusqu'à-là, prend soudainement vie. Il pousse un rire démoniaque, une langue fourchue sort de sa bouche pleine de dents pointues. Le bout de ses doigts se déchire et de longues griffes en sortent. Sa ceinture disparaît et en laisse apparaître une autre, confectionnée avec des veines humaines, probablement arrachées à ses victimes. Le nain de jardin a beau faire une trentaine de centimètres. Il est effrayant. Brusquement, le nain tire sur la corde qu'il tient dans sa main. Et là, une tête tombe du toit. Elle est attachée par une houppette. C'est la tête de Grégory. Tous nos amis sont sous le choc de voir ça. Le nain de jardin, toujours ricanant, se balançant au bout de la corde qui retient la tête. Christophe parvient à se ressaisir. Il attrape le fusil de chasse, tire sur le nain de jardin, mais le rate. Cependant, il touche la corde et la sectionne. La tête et le nain de jardin sont précipités dans le vide. Tous nos amis se hâtent à la fenêtre pour voir le nain. Il se penche et voit en bas le nain brisé en plusieurs morceaux. Soudain, une vapeur s'en échappe des restes du nain de jardin et s'élève dans le ciel. Puis l'entité s'évapore dans les airs accompagné d'un rire démoniaque. Une fois le calme revenu, Fabien saisit l'occasion et ferme la fenêtre. Vous avez vu l'esprit du mal? Ouais, ça fait froid dans le dos. Sébastien, tu avais raison. Il faudrait trouver d'autres armes. Bon, on a un fusil, ça devrait suffire. C'est juste du plastique ou pire du plâtre. Oui, mais ils sont redoutables. Tu as vu ce qu'ils ont fait de Greg? Aimerais-tu subir le même sort? Si j'étais toi, je chercherais des armes. On ne sera pas de deux ou trois fusils au lieu d'un pour se défendre. Bon, il faut faire vite. Trouvons les archives de la ville et des documents sur la maison de Clément, car l'urne se trouvait là-bas. Freddy et Piment, restez ici. Christophe, Sébastien, Stéphane, Vincent et moi allons vite chercher tout ça. Vous avez besoin d'y aller tous à la fois? C'est plus prudent. D'y aller en grand nombre, si on doit affronter des zombies et des nains. Tu as raison. Écoute, prenez le fusil avec vous, ici on est à l'abri. Ok, merci. Vous êtes prêts les gars? On y va. Freddy, verrouille de suite la porte dès qu'on est parti. Le petit groupe composé de Fabien, Christophe, Sébastien et Stéphane et Vincent partent en direction de la mairie de Toulon, qui se trouve à quelques passées de maison d'ici. Ils marchent dans les rues sombres. Des cadavres mutilés sont éparpillés un peu partout. Une odeur de pourriture et de sang flotte dans les airs. On peut entendre de loin des cris, des plaintes semblant venir d'outre-tombe, mais il n'y a aucune trace des nains ou des zombies. Ils avancent prudemment dans les rues dévastées de Toulon. Et après quelques minutes de marche angoissante, nos amis arrivent enfin à la mairie. Ils y entrent sans aucune difficulté, car la porte d'entrée est complètement défoncée. Une fois arrivé à l'accueil, Fabien regarde dans le registre pour savoir à quel étage se trouve la salle des archives. Les amis, la salle qui nous intéresse se trouve au 5e étage. Ne perdons pas une seule seconde, allons-y. On prend l'ascenseur, ça ira plus vite. Non, surtout pas. Mais cours pas, Vincent. Parce que si on entre dans cet ascenseur, on sera piégé. Les êtres démoniaques n'auront aucune difficulté à nous tuer. Vincent a raison. Ce serait du suicide de rentrer là-dedans. Ouais, vous avez raison. Je n'ai pas pensé à ça. Bon, on n'a pas le choix. On prend l'escalier alors? Bah, à moins que tu veuilles escalader la façade de l'immeuble, non, t'as pas vraiment le choix. Ha ha ha, très drôle Stéphane. T'as mangé un clown ce matin? Pense à recracher le nez. Vous n'avez pas bientôt fini de vous disputer? On doit se dépêcher de prendre ce qui nous intéresse, car les démons qui ont fait ça peuvent être toujours dans les parages. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie de subir le même sort que tous ces malheureux. Ouais, t'as raison, dépêchons-nous. Nos amis prennent donc la cage d'escalier. Une fois arrivés au 5e étage, ils cherchent la salle des archives et finissent par la trouver. Là, une énorme surprise les attend.
Tous les murs sont couverts d'étagères pleines de dossiers. Ouf, vous avez vu tout ça? On va être un moment pour trouver ce que nous voulons. C'est clair, il va nous falloir s'entendre dimanche. Mais non, on va juste chercher dans les dossiers de Tic-Tic-Ville. Les dossiers de quoi? Vous avez oublié l'histoire ou quoi? Je vous rappelle qu'à la place du quartier où se trouvait la maison de Clément se trouvait un petit village du nom de Tic-Tic-Ville qui a été acheté plus tard par la ville de Toulon. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, trouvons les dossiers de Tic-Tic-Ville et partons d'ici au plus vite. Commence à chercher sans moi, les amis. Faut que j'aille au petit coin. Ok, Christophe, mais fais vite, t'aurais pu y aller avant. Christophe sort de la salle des archives et part à la recherche des toilettes. Il constate qu'il n'y a pas des toilettes à son étage et décide donc d'aller voir en dessous. Arrivé au quatrième, il trouve sans aucune difficulté un panneau indiquant le remplacement. À peine rentré dans les toilettes que la porte se ferme derrière lui. Il se retourne et voit deux nains de jardin qui se jettent immédiatement sur lui, toutes griffes dehors. Christophe évite de peu le premier nain de jardin qui passe si près de son visage qui lui coupe une partie de sa houppette. Christophe fait son possible pour éviter les coups de griffe du nain de jardin possédé, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps d'éviter le deuxième nain qui d'un coup lui arracha la calotte crânienne. Christophe, toujours debout, avec le cerveau à l'air, est incapable du moindre mouvement. C'est alors qu'un des deux nains de jardin saute sur ses épaules et plonge ses mains griffues dans le crâne de Christophe et en extrait le cerveau puis le brandit comme un trophée. Le corps sans vie de Christophe s'écroule à terre. Au même moment, Sébastien vient de trouver les documents de Tic-Tic-Ville. Oui, ça y est les amis, j'ai trouvé les documents qu'on voulait. Très bien, ne restons pas une minute de plus ici. Nous devons à présent nous rendre à la bibliothèque du port marchand. C'est là que nous serons rangés les livres de contes et légendes de Toulon. Que veux-tu qu'on fasse de livres de contes et de légendes? Parfois, on peut en savoir plus dans les légendes que dans les archives. Ouais, c'est pas faux ce que dit Fabien. Allons-y. Nos amis redescendent très rapidement les 5 étages et partent en courant en direction de la bibliothèque. Mais arrivé au bout de la rue, Vincent s'aperçoit de la disparition de Christophe. Hé, les collègues! Oui, Christophe. Bah, il était avec nous quand on est parti. Non, il était parti aux toilettes. Vite, nous devons aller le chercher. Inutile d'y aller. Tu te fatiguerais pour rien. Pourquoi dis-tu cela, Fabien? Tu sais très bien que c'est trop tard pour lui. Sébastien, ils ont dû l'avoir lui aussi. Fabien a raison, on ne peut plus rien pour lui. S'il est toujours vivant, il nous cherchera. Et ne nous voyant pas, il nous rejoindra à la bibliothèque. Tout ce que l'on peut faire, c'est l'attendre là-bas. Non, on peut toujours retourner le chercher. Fabien perd patience et saisit Sébastien par le col, puis le secoue comme un prunier. Sébastien, c'est foutu pour lui. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'attendre à la bibliothèque ou chez Freddy. On n'a pas d'autre solution. Regarde là-bas. Des zombies, ils sont en train d'arriver. Ils savent qu'on est là. Ils viennent pour nous. Tout ça sans parler des nains de jardin démoniaques qui sont toujours là à nous guetter. Sébastien, on n'a plus le temps d'y aller. Mais si tu veux y retourner, je suis désolé, mais tu vas devoir y aller sans nous. Accepte la vérité. Christophe est mort. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris les gars. Je sais que c'est dur, mais il faut tenir bon. C'est bon, vous avez raison, allons-y. Oui, allons-y, ne perdons plus de temps, les zombies arrivent et ils sont de plus en plus nombreux. Après avoir mis les choses au point, le petit groupe repart en direction de la bibliothèque du port marchand. Sur le chemin, ils croisent quelques zombies, mais n'ont aucune difficulté à les éviter. Ils passent également devant une vieille caserne de pompiers, complètement détruite. Peu après, ils arrivent enfin au quartier du port marchand. Au bout de quelques minutes de recherche, ils trouvent enfin la bibliothèque. Devant l'entrée gisent 3 cadavres d'enfants affreusement mutilés. Mon Dieu! Vous avez vu ça? Ils n'ont aucune pitié, même pas pour les enfants. On aura besoin de ça. Sébastien saisit un des sacs à dos sur les cadavres d'un enfant et le vide par terre. Mais que veux-tu faire de ça, Seb? On ne pourra pas prendre tous ces dossiers, tous ces livres de légendes comme ça. On aura besoin de quelque chose pour les transporter. C'est pas bête, ça. On discutera de tout ça dedans, si vous voulez bien. Ici, c'est risqué. Nos amis rentrent donc dans la bibliothèque et se mettent tous à la recherche des livres de légende. Au bout d'une demi-heure de recherche infructueuse, les livres n'ont toujours pas été trouvés. Sébastien, Vincent et Stéphane commencent à perdre patience.
Fabien, il n'y a pas de livre de légende ici. Si, ils doivent être ici, mais sont sûrement dans un endroit interdit au public. Ce sont de très vieux livres, ils sont manipulés avec soin. Bon, ils sont sûrement dans les locaux privés de la bibliothèque. Ouais, t'as sûrement raison. Allons-y. Nos amis se rendent donc dans cette fameuse salle, et une fois à l'intérieur, ils trouvent aisément les livres de légende stockés dans un placard où il était inscrit « Livre des légendes ». Voilà, on les prend et on part d'ici au plus vite. Ça y est, ils sont dans le sac. Nous pouvons partir. Allons-y les amis. Les zombies, ils arrivent. Stéphane, Fabien, Vincent et Sébastien se ruent hors de la bibliothèque et ne s'attardent pas, car les zombies qu'ils avaient semés un peu plus tôt les ont rattrapés. Et ne sont pas loin d'eux. Pour éviter les zombies, nos amis prennent donc une décision de faire un petit décours. Ils coupent donc à travers un parc et le traversent en courant. Quand soudain, un petit bruit étrange se fait entendre. Nos amis s'arrêtent donc sur la pelouse. Sing, sing. Un bruit similaire à des cisailles se font entendre. Sing, sing. Le bruit se rapproche d'eux, mais ils ne voient rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, Fabien? Je ne sais pas. Sing, sing, sing. Putain de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où vient-il? Sing, 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 sing. Il ne vaut mieux pas rester ici, avant que... Vincent n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'un nain de jardin muni d'une tondeuse à bras surgit de nulle part et se rue vers Stéphane. D'un coup, il commence à le broyer avec sa tondeuse à gazon. Le nain de jardin doit user d'une force considérable pour réussir à réduire en bouillie un homme avec ce genre de tondeuse. Mais cependant, c'est en quelques secondes qu'il y parvient. Une fois fini, le nain leur réplique, le sourire aux lèvres. Pelouse interdite. Puis il se rue à nouveau vers Fabien, Vincent et Sébastien pour leur faire subir le même sort. Il n'en faut pas plus à nos amis pour qu'ils se mettent tous à courir comme des fous pour échapper au nain tueur. Mais il est toujours là. Alors poursuite. Sébastien, tire-lui de suite. Tire-lui dessus. Tu as le fusil. Mais Fabien, nous n'avons pas beaucoup de cartouches. Fais ce que je te dis. Si tu ne le détruis pas, il ne s'arrêtera pas de nous poursuivre. Tue-le. Soudainement, Vincent se prend les pieds dans une racine et tombe à terre. Le nain en profite de cette occasion pour commencer à broyer Vincent. Ah, vous occupez pas de moi. Sébastien, tire-lui dessus. Vite. Mais Sébastien, tétanisé par la peur, est incapable du moindre mouvement. C'est alors que Fabien lui prend le fusil des mains, le repousse et se met en le mange. C'est au moment où s'apprêtait à tirer qu'un zombie surgit par derrière lui. Saisit sa tête avec ses deux mains, la ramène à lui et mord son front à pleines dents. Le zombie vient de lui dévorer le cerveau. Le corps de Fabien s'écroule à terre, il est secoué de spasmes. Tous ses sphincters se relâchent. Le zombie s'accroupit à nouveau et continue son repas, sans se soucier de Sébastien. Ce dernier se reprend enfin et s'enfuit en courant du parc, en laissant derrière lui le fusil et les cartouches. Après une petite course-poursuite, Sébastien parvient tant bien que mal à semer le nain. Puis c'est très prudemment que Sébastien rejoint l'appartement de Freddy. Il sonne, et Freddy lui ouvre. Vous en avez mis du temps, mais où sont les autres? Ils se sont fait avoir. Je n'ai rien pu faire. Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais les documents, vous les avez trouvés? Oui, Piment, je les ai sur moi. Nos amis ne sont pas morts en vain. Écoutez, il se fait tard. La nuit ne va pas tomber à tomber. Plus question de sortir pour aujourd'hui. Nous devrions manger un petit truc avant d'éplucher tous ces documents. Bonne idée, Piment. Faisons comme tu as dit. Nos amis font donc une petite pause pour prendre le dîner. Et en plein milieu du repas, une coupure d'électricité générale plonge nos amis dans le noir complet. Freddy saisit un briquet dans sa poche et se met à la recherche de bougies. Il se dirige vers un buffet, ouvre un tiroir et prend les chandelles qui s'y trouvaient. 7 au total, puis il les allume. Les collègues, à mon humble avis, c'est encore un coup des nains démoniaques. Ils font sûrement ça pour nous faire paniquer et nous pousser à l'erreur.
Mais on sera plus fort qu'eux, vous verrez. Freddy, tu n'as pas tort. Mais faisons quand même attention. Tu ne dois pas sous-estimer ces êtres. Ils sont toujours là, à nous guetter. Ouais, ils ont dû couper le courant et l'électricité pour nous empêcher de lire ces documents. Je suis sûr que c'est ça. Quoi qu'il en soit, ne perdons pas plus de temps. Voyons ce que nous pouvons trouver dans ces livres. Mais Sébastien... Ah, pardon. Allons dans mon bureau. La pièce est plus petite et les bougies éclaireront plus. Bonne idée, Freddy. Suivant l'idée de Freddy, nos trois amis se dirigent vers le bureau afin d'étudier les livres et les documents. Les heures passent et nos amis regardent scrupuleusement livre après livre, document après document, les moindres indices pouvant élucider le mystère. Quand soudain... Hé les collègues, j'ai trouvé quelque chose dans ce livre. Quoi donc? C'est l'histoire d'un démon nommé Baracus. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce livre? Eh bien, il est inscrit que le démon Baracus a vécu il y a de cela 2000 ans. Son corps matériel ne pouvant que très rarement sortir des enfers, il a mis au point une technique pour revenir sur Terre. Cette technique était la possession des êtres humains. Son âme ne pouvant vivre qu'à condition qu'il puisse posséder un corps humain. Une fois le corps possédé, il pouvait accomplir ses méfaits en isolant la ville prise pour cible. En isolant la ville? Qu'est-ce que ça veut dire? Attends, je cherche. Voilà, j'ai trouvé. Oh mon Dieu. Ça peut pas être vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Mais vas-y, dis-le nous. Eh bien, il plonge la ville et ses habitants dans une autre dimension. Les villes voisines ne s'aperçoivent de rien du tout car le démon crée une illusion de ville normale. Les habitants pris dans la malédiction ne pourront jamais sortir de la ville car il crée une forêt infinie autour de la ville. Une forêt qui regorge de spectres en tout genre et de créatures de la nuit. Ce n'est pas tout. Si tous les habitants venaient à mourir, tout recommencera encore et encore pour l'éternité. En prenant soin de modifier à chaque fois un peu l'histoire afin qu'on ne se souvienne pas de tous les détails. Oh mon Dieu. D'accord. Mais je vois pas le rapport avec les nains de jardin. Attends, je cherche dans le livre. Voilà, j'ai trouvé. Les trois druides qui ont banni Baracus en enfer la dernière fois qu'il est venu ont mis au point une sorte de purification qui empêche Baracus de pouvoir posséder les êtres humains. Et sans être humain, Baracus ne pourrait plus revenir sur Terre. Du moins, c'est ce qu'ont cru les druides. Car Baracus n'a pas forcément besoin d'un corps humain à proprement dit. Une simple effigie à forme humaine peut suffire. Une statue ou une poupée, par exemple. Mon Dieu, les nains de jardin sont des statues. J'ai compris. Lorsque l'on a lu le parchemin, les statues les plus proches étaient celles des nains de jardin. Et plutôt que de posséder un seul nain, il a divisé son esprit afin de pouvoir tous les posséder. Et... ouais, d'accord, mais... et les zombies dans tout ça, d'où sortent-ils? Eh bien, ce n'est qu'un moyen supplémentaire du démon pour exterminer tout le monde. Et qui sait combien d'autres créatures Baracus a-t-il créé? Comment peut-on faire pour conjurer le sort? Eh bien, il est inscrit qu'il y a 3 médaillons. Sur chaque médaillon, il y a inscrit le nom de l'un des 3 druides, ainsi qu'une partie du sort qui a banni Baracus en enfer. Il faut briser les médaillons dans un ordre bien précis si on veut que tout redevienne comme avant. Eh bien, oui, mais que se passerait-il si on se trompe de l'ordre? Eh bien, Sébastien, on ne pourra plus jamais bannir Baracus dans les enfers. Et on revivra éternellement cette histoire. Mon Dieu, ça fait froid dans le dos. Et comment fait-on pour trouver l'ordre pour les médaillons? Il est marqué dans le livre que l'ordre est gravé sur une tombe au nom du marquis de Grégueux, dans le cimetière d'Hélice. Cimetière? De mieux en mieux, tiens. Oui, mais où sont les médaillons? Attends, je cherche. Alors... Ah, voilà. Sous une pierre gravée, à côté de la croix sublime au Mont Faron. Il y en a au moins pour 2 heures de marche avant d'arriver. Ça va être dur d'y arriver sans armes. Et celui qui tentera d'y parvenir sans armes risque un après-midi assez chaud. Ouais, c'est pourquoi il nous faudrait au moins une si on veut y arriver. C'est la seule condition. Bon, il est 23h45. Bientôt minuit, l'heure du crime.
On ne devrait pas tarder à aller se coucher. Une dure journée nous attend demain. Je propose que l'on fasse des gardes à tour de rôle avant d'aller dormir. Il vaut mieux fermer tous les volets, vous ne croyez pas, les amis? Tu as raison, Freddy. Mais allons-y tous les trois ensemble. Ouais, t'as raison. Vaut mieux pas se séparer. Faisons pas comme dans les films. Nos amis se rendent donc dans chaque pièce de l'appartement afin de fermer tous les volets pour faire une protection supplémentaire. Ils y parviennent sans aucun problème jusqu'à ce qu'ils tentent de fermer le dernier volet du salon. Freddy ouvre la fenêtre afin de pouvoir accéder. Quand soudain, une force incroyable repousse nos amis dans la pièce. Freddy est arrêté par un buffet. Sébastien est propulsé dans la table et les chaises, et Piment, quant à lui, passe à travers la porte vitrée du salon. C'est là qu'une voix démoniaque sortie de nulle part s'adresse à eux. Pauvre imbécile, vous voulez envoyer Baragus en enfer alors que vous êtes dans son monde. Inutile de vous fatiguer, il est immortel et vous êtes maudit. Vous allez mourir, vous serez à moi pour l'éternité. Puis la voix et la force s'estompent d'un coup. Freddy profite de l'occasion et se précipite vers la fenêtre, puis il ferme les volets. Ça va les collègues? Rien de cassé? Non, ça va, pas trop de bobos. Ouais, quelques coupures, mais ça va, rien de bien grave. Bon sang, vous avez entendu ça, et cette force. Dites, vous croyez qu'on a une chance de s'en sortir? Je pense, mais il faudrait faire très attention et... Bon, les amis, écoutez. Il se fait tard, on devrait aller se coucher. Une rude journée nous attend demain. Ouais, t'as raison, Freddy. Reposons-nous. À tour de rôle, je prendrai le premier quart. Ok, mais je vais leur dire un petit truc avant. Hein? Et qu'est-ce que tu fais, Seb? Sébastien se dirige vers la fenêtre de la chambre, ouvre celle-ci, puis les volets et crie « Je vais me coucher, bande de connards !» Puis il referme la fenêtre. Piment et Freddy restent sans voix. Ça t'arrive souvent, Seb? T'as pété un câble, Sébastien? On cherche à se barricader, toi, tu ouvres la tête comme ça pour créer des conneries. Ouais, je sais, mais ça défoule. Oui, bon, évite de recommencer. Allez dormir, je vous réveille dans 2 heures. Freddy et Sébastien vont se reposer pendant que Piment monte la garde. Tout se passe bien pendant cette nuit. Aucun événement étrange n'est annoncé, hormis des bruits étranges et des hurlements des zombies un peu partout dans les rues. C'est au tour de Sébastien de prendre la garde, mais rien ne se passe. Il est 5h10 quand Freddy prend son tour de garde, mais rien d'étrange non plus. Une nuit très calme. Cependant, vers 6h, un grand bruit se fait entendre, réveillant par la même occasion Sébastien et Piment qui dormaient. « Mais qu'est-ce que c'est » s'exclame Sébastien, les yeux encore collés. « Je ne sais pas, on dirait que ça vient du couloir. Faudrait aller voir. »« Pas question, c'est peut-être un piège des nains. On le saura bien assez tôt. » Seb a raison, c'est bien trop dangereux. Puis il faudrait que l'on descende si on veut trouver ces médaillons, mais d'abord buvons un bon café pour se réveiller. Après on se prépare tranquillement et on y va. Ça vous dit comme ça, comme plan? Ouais, ça me semble bien. Faisons comme tu as dit, Piment. Nos amis se réveillent donc tranquillement. Ils préparent et boivent leur café. Puis Freddy se dirige vers la pièce où il stocke les conserves pour y remplir un sac à dos de provisions. Mais là, il voit un truc étrange. La grille de ventilation est ouverte. Puis soudainement, la porte se referme derrière lui. « Non, un nain !» s'exclame Freddy. Le nain de jardin sort de nulle part. Armé d'une petite pelle, il saute et donne un violent coup sur la tête de Freddy qui s'écroule. Sébastien entend le cri de son ami. « Tu as entendu, Piment? C'est Freddy, allons voir !» Et là, ils se dirigent tous deux vers la pièce où se trouve Freddy, défoncent la porte et voient leur collègue étendu à terre. Un nain à ses côtés qui s'apprête à donner un autre coup de pelle sur Freddy. Mais en voyant Piment et Sébastien, le nain pousse un rire démoniaque puis se sauve par la grille de ventilation. Merde! Ils l'ont eu lui aussi! Ne restons pas une seconde de plus ici! Allons trouver les médaillons. Oui, tu as raison. Partons d'ici. Piment ouvre la porte d'entrée et sort, suivi de près par Sébastien. Ils descendent les étages en courant et enfin, arrivés au rez-de-chaussée, ils se dirigent tous deux vers la sortie. Quand soudain, un zombie surgit du local à poubelle, saisit Piment et le mord violemment au cou. Il parvint à lui arracher la gaine jugulaire. Le jet de sang éclabousse les murs du couloir. « Piment! Non !» s'écrie Sébastien. D'un coup, Piment se retourne et envoie un direct du roi au zombie qui perd l'équilibre et tombe dans le local à poubelle. Piment attrape donc un balai, ferme la porte, puis le coince le balai
contre la poignée afin d'enfermer le mort-vivant à l'intérieur. Piment se vide peu à peu de son sang et prend une dernière fois le temps de parler à Sébastien. Sébastien, c'est fini pour moi. Pars d'ici. Trouve les médaillons. Tu es notre dernier espoir. Ne perds plus de temps et vas-y. Quand tout sera fini, quand tout sera redevenu comme avant, je te mettrai la rose du siècle à Mario Kart. Et c'est toi qui porteras la perruque du perdant. Mais maintenant, pars. Bonne chance, Sébastien. Non, Piment. Je te jure qu'ils vont nous le payer. Sans perdre une seconde, Sébastien se précipite dans la rue en haut. Et en haut de celle-ci, Sébastien s'interroge. Il faudrait mieux que je trouve d'abord l'ordre dans lequel il faut que je brise les médaillons. Bon, c'est décidé, je vais au cimetière en premier. Il court donc en direction du cimetière d'Hélice et arrivé à proximité, Sébastien s'arrête brusquement. Plein de doutes. Et ma famille de tout ça? Que lui est-il arrivé? Est-ce que ma sœur et ma mère vont bien? Je pourrais pas continuer sans le savoir. C'est décidé. Je prends la décision. Je vais faire un petit crochet chez ma mère avant de me rendre au cimetière. Il arriva dans la petite ruelle qui mène chez sa mère. Il commence à gravir les escaliers qui se trouvent au bout. Et là aperçoit avec horreur un crâne défoncé sur les marches. Écœuré, il se dépêche de monter les marches, mais là, un cadavre d'enfant dont le cerveau était dévoré gît à l'angle de la rue. Écœuré, Sébastien continue tant bien que mal son chemin. Un peu plus loin, il aperçoit une silhouette de dos. Apparemment, un homme dégarni, d'un âge avancé, habillé de ce qui semble être un manteau. Prudemment, il s'en approche et arrivé à proximité, il l'interpelle. « Hé, monsieur !» La personne se retourne et là, c'est avec effroi que Sébastien s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'un zombie. Son visage est complètement arraché et laisse place à son crâne, ensanglanté. D'un coup, le zombie se dirige vers Sébastien et entreprend de lui dévorer le cerveau. Par chance, notre ami réussit à l'esquiver et s'enfuit en courant, mais le zombie ne lâche pas la semelle et le poursuit. Sébastien, à bout de souffle, se retourne. Le voyant toujours à sa poursuite, il prend la décision d'attaquer. Il se met à courir à toute allure vers le mort-vivant et arrivé en face de lui, il lui décroche un puissant crochet du droit qui projette le zombie à terre. Sébastien en profite de cette occasion pour sauver en courant, mais le mort-vivant ne tarde pas à se relever et à poursuivre à nouveau notre ami. Sébastien est arrivé devant l'immeuble où vivent sa sœur et sa mère. Mais il aperçoit non loin de là une vieille femme zombifiée qui s'approche de lui en traînant ses vieilles jambes pleines de varices. Il n'en faut pas plus pour Sébastien qui se précipite en courant vers l'entrée de l'immeuble. Il ouvre la porte et quand Sébastien tente de refermer la porte derrière lui, une vieille main déformée par l'arthrose le retient. C'est la grand-mère zombifiée. Sébastien pousse de toutes ses forces et étant presque parvenu à fermer la porte, une force colossale vient s'ajouter à celle de la vieille femme. C'est le juge zombie croisé un peu plus tôt qui est parvenu à rattraper. La force combinée des deux morts-vivants change la donne et la porte commence à se réouvrir. Tout en tentant de repousser les deux zombies, Sébastien aperçoit du coin de l'œil l'ascenseur qui par chance se trouve au rez-de-chaussée. Sans réfléchir, Sébastien tente sa chance. Il lâche la porte et court, appuie sur le bouton de l'ascenseur. Immédiatement après, le zombie pousse la porte et entre dans l'immeuble. Se rue vers Sébastien qui vient tout juste de rentrer dans l'ascenseur et d'appuyer sur le bouton du deuxième étage. Pour notre ami, les quelques secondes qu'il faut attendre avant que les portes de l'ascenseur ne se referment semblent durer une éternité. Mais juste au moment, les zombies s'apprêtent à bondir sur Sébastien, les portes coulissantes se referment enfin.
s'en est fallu de peu pour que notre ami se fasse dévorer, mais Sébastien n'a pas vraiment le temps de se reposer, car les portes de l'ascenseur qui viennent d'arriver au 2e étage viennent de s'ouvrir et laissent apparaître une abomination. Un zombie lui fait face. Il est grand, il a le torse complètement déchiré, ses organes sont visibles et menacent de tomber. Son visage est déformé, il semble fondre ou s'affaisser. Il a les orbites vides, il n'a plus de paupières, probablement arrachées par son agresseur. Il a les mâchoires complètement détruites. La blancheur de son visage, mêlée au sang qui coule de ses orbites et de sa bouche, lui donne d'un air d'un clown sorti d'un tableau abstrait. L'horrible zombie s'avance vers Sébastien en vomissant des mots incompréhensibles, accompagnés de filets de pu. Sébastien décide de l'attaquer immédiatement et lui assène un violent coup de poing dans le ventre. Le bras de Sébastien s'enfonce entre les organes infestés d'asticots. Il ressort immédiatement son bras et renouvelle son attaque, visant cette fois-ci la tête. Chaque coup que donne Sébastien fait reculer le zombie de chaque pas. Après une dizaine de coups de poing, le mort-vivant bute contre le rebord du balcon. Sébastien saisit l'occasion et lui donne un puissant uppercut qui fait basculer le zombie par-dessus le parapet, le précipitant dans le vide. Sébastien est donc arrivé sur le palier, mais il aperçoit encore un zombie errant au même étage que lui. Son corps est en bon état, mais toute la peau de son visage a disparu, laissant un crâne parfaitement nettoyé. Sébastien s'avance doucement vers la porte de sa mère et y parvient. Par chance, le zombie ne l'a pas aperçu. Il sort le trousseau de clés de sa poche, mais par mégarde le fait tomber à terre, ce qui émet un bruit suffisamment fort pour que le zombie l'entende. Il approche doucement de Sébastien. Ce dernier se dépêche de ramasser les clés et d'ouvrir la porte. Il entre et verrouille de suite la porte derrière lui. « Maman! Cynthia! Vous êtes ici ?» Seb appelle sa mère et sa sœur, mais aucune réponse. Il décide de fouiller consciencieusement l'appartement. Il fouille cuisine, salon, chambre, salle de bain et même les toilettes, mais aucune trace de sa mère. C'est bizarre, elles ne sont pas ici. J'espère qu'il n'aura rien d'arrivé. Sébastien se dirige vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Il s'approche du robinet, remplit son verre, mais un mouvement à l'intérieur attire son attention. Il pousse le rideau de la fenêtre de la cuisine et regarde à travers la fenêtre qui mène sur le palier. Et il aperçoit la vieille femme zombie qui rôde à son étage. Mais c'est pas vrai. Ils sont encore là. Mais jusqu'à quand ils vont me suivre, ces cons? Sébastien boit son verre d'eau et se dirige vers ce qui était autrefois sa chambre. Il entre et regarde les lieux qui n'ont pas bougé depuis l'époque où il habitait encore ici. Sébastien s'allonge sur le lit en repensant à tous les moments agréables qu'il a vécus, et peu à peu, il commence à s'endormir. À quelques rues d'ici, une personne dont la silhouette semble familière s'avance en courant. Elle s'avance de plus en plus et on peut s'apercevoir au fur et à mesure qu'il s'agit en fait de Freddy. Oui, c'est bien, il est bien vivant, et avait en fait survécu à l'attaque du nain de jardin, d'une manière ou d'une autre. Il avance dans la rue de chez Sébastien quand soudainement un zombie surgit de derrière une voiture et se jette sur lui. Freddy n'hésite pas une seule seconde, il se jette sur lui, lui envoie un violent coup de poing qui finit par faire tomber le zombie à terre. Notre ami poursuit de nouveau son chemin quand l'espèce de clown zombie croisé par Sébastien un peu plus tôt fait son grand retour. Après avoir chuté de 2 étages, le zombie est encore plus amoché qu'avant. Il traîne derrière lui tous ses viscères, et l'un de ses bras ne tient que par les ligaments et les veines. Ce qui n'effraie pas une seule seconde Freddy, qui le contourne et se dirige vers l'immeuble de sa mère. De la mère à Sébastien. Il court et entre dans le hall de l'immeuble et referme immédiatement la porte derrière lui. Il entend un grand bruit et se retourne et aperçoit à travers le carreau des zombies en train de gratter et taper sur la porte. Freddy n'attend pas une seule seconde de plus et court appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Mais il ne se trouve pas à cet étage. Freddy prend la décision d'emprunter l'escalier car il s'aperçoit que sa présence excite de plus en plus les zombies. Arrivé au 2e étage, Freddy tombe nez à nez avec la mamie zombie. Notre ami n'hésite pas un seul instant. Il avance vers la grand-mère zombifiée et lui envoie un énorme coup de tête qui projette la mamie à terre. En tombant à terre, la mamie embarque quelques pots de fleurs sur son balcon qui s'écrasent par terre, dans un vacarme assourdissant. Le bruit de casse réveille de suite Sébastien qui se met immédiatement à la fenêtre pour voir de quoi il s'agit. Et là, il reste sans voix de voir Freddy,
vivant, en train de se dépatouiller avec des zombies. Il se ressaisit et court ouvrir à son ami. Freddy, c'est toi? Vite, rentre! Freddy ne perd pas de temps et court se réfugier chez Sébastien. Une fois son ami en sécurité, Seb referme la porte derrière lui et la verrouille à double tour. Freddy, tu es vivant? Mais ce n'est pas possible. On t'a vu avec Piment, tu étais mort. Il y avait ce nain qui te rigolait près de toi. Non, vous m'avez vu étendu par terre, mais je n'étais pas mort. En réalité, vous m'avez même sauvé la vie. Je comprends pas, on n'a rien fait, hormis se sauver en courant. Comment aurait-on fait pour te sauver la vie? En fait, le nain de jardin m'a donné un grand coup sur la tête, ce qui m'a fait perdre connaissance. Et quand Piment et toi êtes arrivés, vous m'avez surpris le nain de jardin, qui, sans votre intervention, m'aurait probablement massacré sans aucune hésitation. Je vous dois une fière chandelle, toi et Piment. Tu parles. On s'est juste sauvés comme des lâches. Non. À ta place, j'aurais fait la même chose. Et il y a autre chose qui me turlupine. Quoi donc? Comment as-tu fait pour savoir que j'étais ici? Hier, quand on entendait chez Clément, tu as parlé un peu plus tard de ta sœur qui s'était engueulée chez monsieur Marcelin Krasikars, le concierge de l'immeuble où vit ta mère. Il se trouve que ce monsieur est un très bon client de la poissonnerie où je travaille. Oui, mais comment as-tu su que j'étais ici et non pas au Pharaon ou bien au cimetière en train de chercher les médaillons? Bien, c'est très simple. Tu es le dernier survivant d'une ville maudite. N'importe quelle personne, et moi le premier, irions voir ce qui est devenu notre famille avant de continuer les recherches. T'as bien raisonné, Freddy. Tu m'épates là. Il est 14h33. Tu penses qu'on aura le temps de trouver l'ordre sur la tombe et les médaillons avant que la nuit soit tombée? Je pense pas. La forêt n'est pas éclairée. On n'a pas le choix. Il faut attendre demain, sans compter qu'il y a pas mal de zombies dehors. Ce serait trop risqué de sortir maintenant. Tu ne crois pas? Si. Tu as tout à fait raison. Mais que va-t-on faire en attendant demain? Ben, on va tout barricader. Ok. Faisons cela. Freddy et Sébastien barricadent la porte et les fenêtres, bien comme il faut, en prenant soin, cette fois-ci, de ne pas oublier les bouches de ventilation. Une fois que toutes les ouvertures sont obstruées, nos amis s'accordent une petite pause café. Soudainement, un petit bruit se fait entendre. Il semblerait que quelque chose essaye d'ouvrir la porte d'entrée. Sans faire un bruit, Sébastien s'avance doucement vers la porte et regarde par le trou de la serrure, mais il ne voit rien. Pourtant, la poignée bouge toujours. « T'as vu quelque chose ?» demande Freddy en chuchotant. Sébastien y répond. « Non. Non. Il n'y a rien. Je comprends pas. » Sébastien se repenche et regarde à nouveau. Il ne voit toujours rien. Soudainement, un petit œil globuleux et injecté de sang lui fait face, survie d'un rire démoniaque. C'est un nain de jardin. Puis ce dernier fait un bond en arrière, et Seb s'aperçoit qu'il a une toque de cuisinier sur la tête et également un petit couteau de boucher dans une main et une fourchette dans l'autre. Sébastien recule de 2 pas en arrière. Oh mon Dieu! Un nain cuistot! Puis un grognement se fait entendre. Un quoi? C'est un nain de jardin. Il est habillé en cuisinier. Ça veut dire quoi à ton avis? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a l'intention de nous bouffer, voilà ce que ça veut dire. À ce moment-là, de multiples bruits se font entendre un peu partout, comme si l'appartement était attaqué de tous côtés. Sébastien et Freddy se précipitent vers les endroits d'où proviennent les bruits pour savoir de quoi il s'agit. Et là, ils se rendent compte que les nains de jardin s'attaquent à toutes les fenêtres de l'appartement. Sébastien, qu'allons-nous faire? Ils nous attaquent à toutes les fenêtres. On ne pourra pas lutter longtemps. Ils vont bientôt réussir à entrer. On n'a pas le choix. Il faut évacuer les lieux. Tu as oublié les zombies dehors? Il faut se frayer un chemin. Oui, tu as raison. C'est la seule solution. Sébastien et Freddy se précipitent vers la porte d'entrée et s'empressent à sortir de l'appartement en courant. Là, nos 2 amis se trouvent nez à nez avec le nain cuistot et la mamie zombie. Ils restent en face pendant 2 secondes, ce qui semble durer une éternité. D'un coup, Sébastien tente sa chance et parvient à se faufiler à côté du nain et du zombie. « À toi, Fred !» crie Sébastien. Freddy ne perd pas une seconde et tente lui aussi d'esquiver le zombie. Mais le nain parvient tout de même à lui sectionner l'arrière du genou. Freddy pousse un énorme cri de douleur. Les tendons coupés, Freddy ne pouvant plus se tenir debout. Il s'écroule à terre.
Tout à coup, la grand-mère zombifiée, vaincue par Freddy un peu plus tôt, s'avance vers lui. Sébastien tente de porter secours à son ami, mais Freddy lui crie « Non, Sébastien, t'occupe pas de moi !» Freddy a tout juste le temps de finir sa phrase que la grand-mère zombie s'accroupit sur lui, saisit sa tête avec ses 2 mains et la ramène vers sa bouche, puis elle mord à pleines dents le crâne de Freddy. La grand-mère se relève à un bout de cervelle ensanglantée entre les dents. « Freddy !» hurle Sébastien. D'un coup, le nain cuistot se met à ricaner, tout en s'avançant vers le cadavre de Freddy. Il s'arrête au niveau de la tête et plonge une de ses mains dans le crâne ouvert pour en extraire un morceau de cerveau qu'il s'empresse de manger, la bouche ouverte. Sébastien ne perd pas une minute de plus et s'enfuit par la cage d'escalier. Arrivé dans le hall d'entrée, Sébastien fait patte de velours pour sortir du bâtiment, car les zombies ne sont pas loin. Une fois assez loin, Sébastien se met à courir de toute allure en direction du cimetière. Soudain, des choses étranges stoppent net notre ami. C'est prudemment qu'il se cache derrière un vieux fût de chêne et observe sans faire de bruit ces êtres étranges. Là, Sébastien s'aperçoit avec horreur de ce dont il s'agit. Des mutants. Le jeune Sébastien ne tarde pas à comprendre comment cela a pu arriver et s'aperçoit que les 2 mutants ont sur eux des blessures, mais apparemment pas mortelles. Il en conclut donc que les mutants sont en fait des victimes des nains de jardin, mais qui n'ont pas été tués. Ils ont donc dû muter après quelques heures. Non loin de là, une petite créature à la démarche étrange captive l'attention de Sébastien. Il tente tant bien que mal de regarder quelle est la petite créature qui s'avance vers lui. Et là, il reste étonné de voir qu'il s'agit en fait d'une poupée animée par une force surnaturelle. Elle tient dans sa petite main en plastique un couteau. Heureusement que le corps en tissu de la poupée ne lui permet pas de se déplacer vite. Mon Dieu, ces choses ont sûrement été créées par le démon Baracus, se dit-il. Soudain, la poupée saisit une bouteille de verre et la casse par terre. Notre ami ne tarde pas à deviner pourquoi la poupée a fait cela. Pour attirer l'attention des mutants vers Sébastien. Là, notre ami ne perd pas une seule seconde et s'enfuit à toute vitesse en direction du cimetière. Après une course-poursuite de quelques minutes, Sébastien arrive enfin à semer les 2 mutants. Notre ami prend quand même le temps de se reposer quelques instants. Une fois remis de ses émotions, il se remet à courir et enfin arrivé dans le cimetière, il y pénètre sans excitation à la recherche de l'ordre. Il regarde scrupuleusement toutes les pierres tombales mais ne trouve rien. Il regarde également dans l'ossuaire et le columbarium mais rien non plus. Sébastien, désespéré de ne rien trouver, commence à perdre espoir quand soudain une idée le vient à l'esprit. Le registre du cimetière, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt, dit-il à haute voix. De suite après avoir pensé à ça, il se met à courir en direction de l'accueil. Mais 3 morts-vivants errent devant le local du gardien. Sébastien tente de se cacher derrière une tombe, mais il fait maladroitement tomber un pot de fleurs qui se brise en tombant à terre. À découvert, notre ami n'a pas d'autre solution que de fuir, mais les zombies se mettent à sa poursuite. Sébastien court à travers les tombes pour tenter de les semer. Après une course-poursuite de plusieurs minutes, notre ami réussit tant bien que mal à leur échapper. Il se dirige donc vers le local du gardien en veillant à ne faire aucun bruit. Ça y est, Sébastien est enfin dans le local. Il prend immédiatement le registre, l'ouvre et recherche l'emplacement de la tombe du baron de Grégueux. Après avoir feuilleté plusieurs pages, il trouve enfin l'emplacement. Dernière rangée sur la gauche, baron Hippolyte de Grégueux. « Oui, je l'ai enfin trouvé !» dit-il soudainement. Il entend un petit bruit derrière lui et se retourne et aperçoit qu'un zombie l'a suivi jusque dans le local. Le mort-vivant s'avance vers lui, bras tendus. Sébastien, piégé, n'a pas d'autre solution que de reculer. Arrivé au mur, notre ami tâte autour de lui à la recherche d'une arme. Soudainement, sa main se pose sur ce qui semble être un manche. Il le saisit et s'aperçoit qu'il s'agit d'une pelle, une pelle de 12. Il s'en empare et attaque immédiatement le zombie. Il lui assène plusieurs coups violents à la tête. Après de nombreux coups, le crâne du zombie est complètement fracassé, mais il est toujours debout.
Sébastien réunit ses dernières forces pour lui asséner un dernier coup qui lui fait complètement exploser la tête en morceaux. Sans tête, le mort-vivant ne peut plus le suivre. Sébastien le repousse du bout de la bêche afin de pouvoir passer. Puis il se met à marcher en direction de la tombe du baron. Il se faufile discrètement entre les pierres tombales afin de ne pas se faire repérer par les deux autres zombies. Après quelques minutes de marche angoissante, Sébastien arrive enfin devant la tombe du baron de Grégueux. Il gratte la mousse qui est accrochée dessus et s'aperçoit enfin l'épitaphe. Si J. Hippolyte, baron de Grégueux, 1655-1717. Tout en bas de la tombe sont gravés 3 numéros. 2.3.1. Ça doit être ça l'ordre, dit-il. Puis notre ami ne perd pas de temps et se met à courir à toute vitesse vers le mont Faron. Après quelques minutes de course, Sébastien arrive devant une longue série de marches. Ce sont les marches du sanctuaire. Épuisé, notre ami prend le temps de se reposer quelques minutes avant de gravir les marches qui le conduiront vers le mont Faron. Il y monte toutes les marches pendant un bon moment, et après avoir gravi les 316 marches, il arrive enfin sur la route qui le mène vers le lieu où se trouve le médaillon. Après plusieurs minutes de marche, Sébastien arrive enfin sur le chemin forestier qui le mène directement à l'endroit où sont enterrés les médaillons. Il entreprend immédiatement de traverser le long chemin qui mène jusqu'à là, au lieu tant espéré. Il avance, sans se retourner, quand il entend des bruits étranges derrière lui. Il ne prend même pas le temps de se retourner, et enfin, après une longue marche, il arrive enfin sur les lieux où sont normalement enterrés les 3 médaillons. Oui, c'est ici. C'est ce dont je me souviens, c'est la pierre gravée. Sébastien se met immédiatement à creuser le sol sous les pierres. Mais les nains sont là. Il se retourne immédiatement quand il entend le ricanement de ce dernier. Mais Sébastien ne se laisse pas faire. Il saisit une énorme roche qui lui jette en sa direction en criant « Tu vas mourir, salaud !» Par chance, il touche au but et parvient à écraser un nain de jardin. Une vapeur hurlante s'échappe des restes du nain. Mais malheureusement pour Sébastien, les nains démoniaques ne lui laissent aucun répit, car il est immédiatement attaqué par un autre nain qui se jette sur lui. Sébastien lui donne un de ses coups de pied magistral qui écrase le nain contre la restante du... De nouveau, un esprit démoniaque s'échappe des débris. Il se met à nouveau à creuser et soudain, oui, ça y est, je les ai trouvés. Sébastien ne perd pas de temps. Il commence à briser les médaillons selon l'ordre indiqué. Crac! Le premier médaillon est brisé. Puis, crac! Le second médaillon est brisé. Sébastien jette le dernier médaillon au sol avec l'intention de l'écraser avec une pierre. Mais soudain, un nain de jardin démoniaque arrive et le mord au niveau du cou, lui causant une très grave blessure. Non! J'ai échoué, crie Sébastien. Il titube, toujours en tenant la pierre au bout de bras. Puis épuisé, il lâche la pierre en même temps qu'il pousse son dernier souffle. La pierre écrase le dernier médaillon. Là, un énorme flash se produit. Un flash qui met plusieurs secondes à s'estomper. Et le flash enfin estompé, on peut voir que l'action ne se passe plus au Mont Faron, mais à nouveau au parc du Nautilus. Mais avec une impression de déjà-vu. Eh, les collègues, j'ai une idée. Si on est au festival du film du Palais Neptune, oui, pourquoi pas? On prendra des colas classiques et des cookies. Des colas classiques et des cookies au festival du film. Et voilà, c'est fini. C'était les nains qui tuent. Alors j'espère que cette première petite vidéo du geek qui vous raconte une histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et un petit message, ça ferait super plaisir. S'il y a des petites remarques, n'hésitez pas non plus. En attendant, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre histoire.